De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bonjour et bienvenue à De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. On est deux gars qui sont présentement sur les ondes de CFRT. Et C'est aussi, frette. j'adore ce nom de C'est radio. le plus beau nom de radio qui Deux existe. gars du sud Oui. d'Ottawa. Mais pas du sud d'Ottawa, juste d'Ottawa. Juste d'Ottawa, mais vous appelez ça ici le Sud. Le sud n'importe quoi qui est... Pas ici, à Iqaluit. C'est le Sud. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça beau. Surtout pour entendre des personnes parler et dire m'en va dans le Sud. Puis là, c'est hey, t'en vas à Cancun. Ouais, t'en vas à Iqaluit. Cuba. Ils sont Tu t'en comme, vas. Non. je m'en vais à Sherbrooke. T'es comme le Sud. Le Sud. Quel luxe. Quel luxe, ouais. Mais on a eu la chance d'être invité ici par la FN. Oui. On est au Franco-Centre en ce moment, dans leur studio, en train d'enregistrer 4 émissions. Et ça, c'est tout un luxe. Ça, c'est tout un luxe. Votre centre communautaire Est incroyable. votre communauté francophone aussi, on la découvre petit à petit. On va la Très découvrir accueillante. encore plus avec les invités qu'on va avoir la chance de parler au courant des prochaines journées. Oui. On voit une communauté francophone vibrante. Oui, vraiment. On entend du français dans le taxi. Oui. On se fait servir en français. Plus ou moins partout où on a été. C'est incroyable. C'est comme si on avait l'étampe français dans le front, je sais pas, quelque chose, tu sais, I speak French ou quelque chose, je sais pas. Mais vraiment, beaucoup de francophones, une belle communauté, puis des gens qui très accueillants. Oui. Je le répète, une super belle salle de spectacle. Vraiment. Moi, je serais très content d'avoir un centre communautaire comme ça dans notre coin Oui. ou Là, dans on va plusieurs se de notre présenter. coin. Oui. On jase. On jase. Nicolas Monette. Marc-Antoine Joly. On est co-créateur du projet de podcast radio De quoi tu parles de? Un projet qui porte beaucoup sur la francophonie hors Québec. Oui, francophonie canadienne. Donc, on peut parler de la francophonie ontarienne, des prairies, L'Acadie. de l'Acadie, mais maintenant, du Grand Nord. Oui. C'est la première fois Première fois. qu'on parle à des franco-nunavois. Oui. Et je trouve ça magnifique Moi aussi. qu'on est capable de voir ça. Puis avec 4 personnes qui ont des sphères et des domaines différents. Oui, et en présentiel, on va Et se en le dire. présentiel, Parce donc- que souvent, ce qu'on fait, nous, c'est en virtuel avec nos invités, même si parfois ils sont à 15 minutes de chez nous. Puis là, on est justement en présentiel avec des gens qui sont pas mal loin de chez nous, puis on a réussi à faire ça, Oui. puis d'avoir vécu ces moments-là avec eux, c'est vraiment une chance pour nous. On est très, très, très reconnaissants. Donc, ça va être une série de 4 émissions d'1 heure que vous pouvez entendre sur les ondes à CFRT. Sinon, aussi disponible en rattrapage via le balado De quoi tu parles de, sur toutes les plateformes numériques et YouTube, si jamais vous voulez l'écouter en condensé. Donc, tout le monde en même temps. Nos invités. On a une belle liste d'invités. Vraiment. On va commencer avec Simon Hull, coach d'apprentissage à l'école des Trois Soleils. Ensuite, Louis Candem, analyste financier au Jamais on aurait gouvernement pensé avoir ça du ici. Nunavut. En Ontario, je te dirais avoir un analyste financier gouvernemental. Impossible. Ça se passerait pas. Ça se passerait juste pas. On va aussi avoir Arthur Dagassé, un élève de 14 ans, Auteur écrivain. de 2 livres. 2 2 livres. livres, pas un, là. Non. 2. Très hâte de voir J'ai tout ça. tellement de questions. Et on finit ça avec Émilie Tremblay-Séguin, gestionnaire de projet de l'association francophone du Nunavut, l'AFN pour les intimes, et du réseau santé en français au Nunavut, et aussi responsable d'un restaurant de sushi, Nuna Sushi. Oui. Comment fitter ça dans une semaine? Et en plus, Simon, on l'a pas dit, Oui. est aussi bénévole journaliste au Nunavois. Exact. Louis Camden. Il fait de la Et radio. ici à CFRT. Et puis, ben. Ils vont nous en Arthur, même en apprendre il est à aussi. l'école. Oui, il c'est écrit ça. des livres. Fait que À temps plein. C'est 2 boulots. C'est qu'on a très hâte de vous présenter cette série d'entrevues avec des gens inspirants de la communauté des Qaluits, des Franco-Nunavois. C'est un merci de l'accueil Vraiment. et on a hâte de vous jaser. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Premier invité de notre voyage, de séjour à Iqaluit. On a Oui. la chance d'être avec un monsieur. On pourrait l'appeler Monsieur Hull, parce que c'est un prof. Oui. L'école du Trois Soleils. C'est aussi son nom. L'école, qu'on s'est fait dire, est la plus au nord au Canada. Au monde. Au monde! Attention. Pour L'école l'instant. francophone. L'école francophone, oui, ah, oui, quand même. évidemment. Les Anglais, ils volent tout, hein? Les Russes aussi, les Norvégiens. Ouais. Mais ça tombe bien, tu portes une suite des Nordiques. Absolument. Et t'es l'école francophone la plus nordique.
c'est le plus proche qu'on va avoir de revivre D'un lien. d'un lien. Oui. Mais on veut parler justement de ton histoire, de ton parcours, de comment tu t'es rendu à ECAD8. C'est quoi la genèse de Simon Houle? La genèse de Simon Houle, ça faudrait demander à mes parents. Mais moi, pourquoi je suis ici? Ça, c'est une excellente question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis je sais pas si on a le droit de sacrer sur votre podcast. On essaie de pas, mais on laisse les gens à leur discrétion. C'est ça. Des fois, dans le sud, quelqu'un va dire qu'est-ce que tu calisses avec ECAD8? Ça, c'est les gens qui sont venus pour l'argent. Oui. Là, on dit, ah ouais, il n'y a pas d'affaire là pantoute. Moi, c'est bizarre. C'est un rêve d'enfant. On pourrait dire, qu'est-ce que tu fabriques là? C'est que, disons qu'en secondaire 1, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature des explorateurs polaires. Cool. Donc, pour un travail en français, il fallait que je lise un livre sur Robert Perry, puis sur Amundsen, puis les explorateurs polaires. Tout ça, ça m'avait passionné. C'était à propos de l'Antarctique. J'avais lu à propos d'autres et tout ça, puis j'avais eu comme l'envie d'aller explorer le Nord. Puis j'avais mon père aussi, dans les années 70, qui avait travaillé quelques fois dans le coin de Kuujjuaq, donc au Nunavik. Donc, j'avais un certain attrait pour le Nord, mais c'était ça. C'était très lointain, comme on peut avoir des attraits pour bien des choses. J'avais des attraits pour l'Égypte ou pour la... C'est plein d'affaires, là. Je suis pas encore allé en Égypte. Mais bref, c'est ça, l'occasion s'est pointée un jour. J'ai lu à propos de l'ouverture de l'école francophone en 2001. Moi, j'ai terminé mon bac en 2000 à l'Université de Rimouski en enseignement secondaire. Donc, je me suis dit, tiens, il y a une école là, je garde ça en mémoire. Mais là, c'était pas le temps d'y aller tout de suite. J'ai exploré un peu le Canada en commençant par l'Est. J'ai voulu apprendre l'anglais. OK. Donc, oui. Tu as appris l'anglais? Ben, en fait, j'ai... T'as-tu attrapé l'anglais? Le problème, c'est ça, c'est que je suis allé apprendre l'anglais à Terre-Neuve. Ah! Donc, j'ai appris quelque chose. Oui. J'ai appris qu'ils me comprenaient pas, surtout. Oui. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. J'ai eu mes cours d'anglais au secondaire au Québec. Puis bon, mes profs s'appelaient Chiquan puis la Jack and Jill went up the hill. Ouais. Donc, je me suis rendu compte en traversant le Canada que personne ne me comprenait nulle part. Malgré mes excellents résultats, j'avais beau leur répéter que j'avais eu 96 en anglais, ils me comprenaient pas. Donc, il a fallu que je trouve une autre option. Je me suis dit, la meilleure façon de faire, c'est de déménager dans un endroit anglophone. Puis de plonger dedans. Et puis, éventuellement, j'ai marié une anglophone. OK. Qui est malheureusement pour mon projet d'apprendre la langue est parfaitement bilingue, qui parle un français impeccable, mieux que moi. Donc ouais, bon, ça a été un coup d'épée dans l'eau, mais on a eu 3 beaux enfants. Donc bref, c'est ça, je me ramasse à Terre-Neuve. Ensuite, bon, maintenant en couple c'est plus difficile, des rêves d'enfance, tout ça. Bon, des fois ils s'entorchent un peu, hein. Oui, ton rêve de d'ECAD8. Pas convaincu. Très drôle. Mais finalement, ça a fait son chemin. J'ai pas eu à pousser trop. J'appliquais de temps en temps. J'ai appliqué quand même 3 fois avant d'avoir été accepté. Pas parce qu'on doutait de mes capacités, mais plutôt parce que le nombre de postes était limité. Puis il y avait plusieurs personnes qui s'intéressaient à venir travailler dans le Nord à une certaine époque. C'est de moins en moins vrai. Il y avait l'aspect monétaire qui a toujours été très intéressant. Donc les gens ils venaient ici puis ils font la passe puis après ça ils repartent. Donc mon salaire a carrément doublé moi quand j'ai quitté. J'étais à Halifax avant de venir ici. Donc mon salaire a carrément doublé, mais le coût de la vie le coût de la vie bon. On en a témoigné. Pas nécessairement gagnant. On a fait une petite excursion au dépanneur. Et je te dirais un sac de chips à 13$. Oui, on a resté bête. C'est ça. Oui, c'est certain. C'est bon pour la ligne. Quand même. Vu de même, oui. Ouais. Mais les bonnes choses doivent être aussi chères aussi. Non, je te dirais que c'est la manière de les consommer qui diffère. Quand tu payes 13$ pour ton chip, tu l'engloutis pas. Non, j'imagine. Chip par chip, tu l'écrases dans ton palais, tu laisses le sel faire son effet. Non. C'est pas la même chose. Tu savoures ton chip. Oui. Tandis que non, puis tu le laisses pas dans un bol comme ça là, pour tout le monde là. C'est un peu comme t'as ton stash de trucs. Ouais. C'est caché là, tu sais. Loin des enfants. Ouais. Mais c'est ça. Il y a un vieux dicton que j'ai lu quelque part là, qui dit que les gens qui déménagent au Nunavut, c'est les Inuits apparemment qui les appellent les 3 M. Les M pour money maker, ceux qui viennent pour faire de l'argent. Oui. Les missionaries, ceux qui viennent pour convertir tout le monde ou dire à quel point c'est magnifique de vivre à l'occidental. Et puis les misfits, ceux qui viennent se cacher. Donc moi, il fallait que je trouve ma case et puis il n'y en avait aucune qui me convenait. Alors j'ai décidé finalement d'y aller pour, mettons, l'aventure, disons, la découverte, la curiosité. C'est ça qui m'a amené ici plus que les 3 autres. Je suis certainement pas là pour convertir des gens. Certainement pas là pour faire strictement de l'argent
parce que d'un point de vue, je veux dire, pour les profs, là, c'est plus avantageux maintenant, aujourd'hui, mais même il y a 10 ans, c'était plus avantageux de travailler au territoire du Nord-Ouest, là, parce que le coût de la vie est moins élevé. Ouais. À Yellowknife qu'ici. Donc, vraiment, c'est l'aventure. Tu sais, déménager à une place où il n'y a pas d'arbres, il y a c'est vrai. 9 mois de skidoo. Non, c'est pas vrai, pas 9 mois de skidoo. Il y a quand même mais un bon 6 mois de skidoo. 6-7 mois. Un bon 6 mois. Là, je veux dire, on peut en faire... les plus téméraires en font jusqu'en juin. Wow. Parce qu'il faut le faire sur la baie, puis la baie gelée. Donc... à ce moment-là, il y a des cracks, puis ça commence à être un petit peu plus risqué. Moi, je m'aventure pas, je le range en mai. Mais quand même, donc c'est ça, l'aventure de vivre dans le désert, on l'oublie, là, mais c'est comme un désert. C'est comme ça c'est un désert arctique, c'est un désert de neige, mais c'est un désert pareil. Il n'y a pas beaucoup de biodiversité. Donc, t'es vraiment tout seul avec toi-même. Quand tu marches dans la toundra, là, t'entends tes pas qui résonnent au loin. Tu dis que t'es tout seul. Il y a peut-être un ours. Tu sais pas trop. Mais ben des affaires. Non, il y a rien. Je marche dans la toundra des heures. Il faut vraiment être attentif. Mais il y en a qui vont me contredire. Je connais plein de monde qui se tiennent dans la toundra puis qui voient plein de une beauté incroyable là-dedans. Moi, je la vois, mais c'est rare que je vois des animaux. On voit pas des caribous qui viennent manger dans ta main. Là, non. À l'orée de la ville. Là, non, c'est pas un zoo. Non, c'est surtout pas. Loin de là, en fait. Ils sont pas domestiqués. Ils sont vraiment en liberté, pas de vaches, surtout. pas de chevaux. Non. Mais justement, déménager avec Alouette, t'avais-tu déjà venu avec Alouette ou quand t'as eu le poste en enseignement, t'as fait let's go. Prête, j'y vais, on embarque dans le bateau, dans l'avion, peu importe. C'est que tu peux pas déménager ici si t'as pas une job. Donc, mettons que toi, t'as pas de job, tu veux déménager avec Alouette, tu peux pas vraiment le faire. Okay. Parce qu'il y a pas de housing, pas de maison. Donc, tu vas pas aller rester à l'hôtel à 500$ la nuit. Non, c'est ça. Donc, pour avoir un appartement, il faut que tu aies une job. Donc, l'inverse, là, c'est que les jobs viennent avec des apparts. Donc, tu les choisis pas. Donc, moi, je savais qu'en arrivant ici, on allait me fournir un appartement, mais j'allais pas vraiment le choisir. Donc, c'est ça. J'ai été un petit peu déçu de mon appartement. Je suis resté là 2 ans. Je trouvais que c'était pas un building approprié pour les enfants puis tout ça. Il y avait beaucoup d'actions, disons. Donc, c'est ça. Bref, j'ai quitté cet appartement-là pour louer une petite maison avec ma femme. Donc, on était un peu plus confortable. On avait un coussin. Donc, on économisait moins dans le sens qu'on payait plus cher, mais au moins, on avait une paix mentale. Puis ça, c'est quelque chose qui se peut de moins en moins ici, je te dirais. Là, j'imagine, avec les coûts de la vie. Magasiner une place pour vivre, vendre sa maison, acheter une maison, il n'y en a pas. Sur le marché, là, quand tu regardes le gars qui vend des maisons en ville, là, il y en a toujours 1 ou 2 à offrir. C'est quasiment 1 ou 2 par année, quasiment. Là. Wow. Pas à ce point-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais pas loin de ça, ouais. Donc, c'est ça. C'est du bouche à oreille. Puis si tu mets une pancarte à vendre sur ta maison, là, c'est fait. Ça va aller vendu. vite. Ça va aller. En 24 heures, c'est flippé. Ça va très, très vite. Surtout si c'est une maison intéressante. Mais j'ai vu des chats qui se vendent des fortunes. C'est juste hallucinant. Là. Des dompes, là, des affaires complètement pourries. Là. Puis, c'est des mines d'or. Des demi-millions de dollars, là. Oh, wow. Fait que, le truc, c'est de revenir dans le temps, d'acheter tout ce qui passe à 200 000 puis de le revendre 1 million cette année. Oui. Mais bon, c'est un truc qui a pas encore fait ses preuves. C'est difficile. Toi, aussitôt que t'es arrivé ici, c'était quoi la chose qui t'a le plus marqué? En tant que justement vu que c'était un rêve de jeunesse, tu sais, puis t'étais comme hey, là je suis rendu ici, c'est ça que je fais, ça va être ça ma vie, puis c'est quoi la première chose qui t'a comme frappé un peu de la réalité d'être ici? Ben le rêve de jeunesse c'était vraiment les explorateurs polaires, tout ça, puis moi je suis arrivé le 21 août 2011. Donc, il y a quand même un été ici. Oui. Puis, la veille que j'arrive, il y a eu un écrasement d'avion avec plusieurs morts dans une communauté ici à Resolute. Puis, tout le monde ne parlait que de ça. Puis, je pense qu'il y a eu 21 morts. C'est un gros accident, là. Puis là, j'étais dans l'avion, puis je venais d'apprendre ça, tu sais. Puis ma mère qui me le rappelle, c'est où tu vas, là? Les avions s'écrasent. C'est quoi cet endroit-là? C'est dangereux et tout. Moi, j'avais la tête ailleurs. Je me demandais quel genre, parce que c'était le 21 août, donc j'allais commencer une semaine après avec les élèves et tout. Quel genre d'élèves je vais rencontrer? Quel genre de collègues, comment ça fonctionne. J'avais aucune idée, mon appartement, ça va avoir l'air de quoi. Donc, j'avais plus des préoccupations terre à terre que mes rêveries d'origine. Ça a pris du temps avant que je m'installe puis que je prenne le beat pour ensuite trouver le détachement nécessaire pour pouvoir m'en aller dans Toundra puis l'apprécier à sa juste valeur. J'avais beaucoup de questions, puis c'est compliqué. Juste se faire payer ici, là, moi, ça m'a pris des mois, là, avant que toute la paperasse, les permis de conduire, les cartes d'hôpital, n'importe quoi, là, tout est long, tout est compliqué.
Donc, c'est ça. Ça a pris du temps avant que je puisse vraiment apprécier le truc. Puis c'est pour ça que je déplore un peu le fait qu'il y a plusieurs personnes qui viennent ici puis qui repartent. C'est comme, hey, donne une chance. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça forme pas nécessairement la place de cette façon-là. Ça fait juste essentiellement donner des opportunités à des gens qui vont juste quitter après. T'sais. Surtout en enseignement où il y a une pénurie. Là. Et puis là, c'est une pénurie pan-canadienne. C'est ça. Ouais. Mais d'avoir une pénurie dans le Grand Nord qui est déjà une place qui est plus difficile d'accéder, je veux pas pour les jeunes aussi, parce que la communauté francophone est là. Les élèves s'en vont pas du jour au lendemain non plus. De moins en moins. À notre école, quand moi je suis arrivé, la plupart des élèves étaient nés ailleurs. Puis là, maintenant, là, je dirais probablement que la majorité des élèves là, sont nés ici. Ouais, bon, 60% des élèves sont nés ici. Donc ça, c'est nouveau. Puis aussi, les élèves allaient et venaient, puis bon, ils disparaissaient. Surtout quand ils arrivaient au secondaire, ils partaient. OK. Maintenant, on a ouvert l'aile secondaire à l'école. Ouais. Donc, on a 15 élèves. Là. Je veux dire, on se pète pas encore les bretelles, mais c'est quand même. Hein, il y a une école secondaire francophone au Nunavut. Puis mes enfants qui sont nés ici, c'est des franco-nunavois, tu sais, puis ils s'identifient comme tels, puis ils ont jamais connu vraiment autre chose. Donc, c'est comme c'est pas les premiers. Il y avait des franco-nunavois avant. Oui. Mais là, on commence à utiliser ces mots-là. Là. OK. Les francophones qui étaient là dans les années 80, c'est des pionniers. J'ai tout mon respect. Tout mon respect va à ces gens-là. C'est eux qui ont tout bâti, là. La commission scolaire, la radio, la FN, tout ça date de début 80. Même précédemment, il y en avait des francophones qui étaient là. Mais là, on commence à avoir des francophones qui s'installent un peu plus longtemps. Puis, c'est ça, une variété aussi. On a des francophones beaucoup qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Oui. Wow. Puis, on en a une coupe de l'Acadie, une coupe franco-manitobain. C'est plus varié. Je pense que je suis sous l'impression que c'était plus québécois avant. Ça l'est de moins en moins, là. OK. Vraiment. Fait que ça a vraiment changé dans les dernières années, tu dirais, derniers 10 ans que tu as vu un peu. Depuis 2011, donc c'est... Mais tu sais, pour avoir parlé avec des gens qui étaient là avant aussi, qui ont travaillé là, tout ça, oui, ça a changé. Ça dépend aussi des sièges sociaux, par exemple. Mettons, c'était les gars du Power, là, c'était pas Hydro-Québec, là, mais je veux dire, j'ai oublié le nom, là, mais bref, c'était tout du monde qui venait de Montréal. Okay. La ligne directe pour Iqaluit, c'était Montréal. Okay. Ouais. Donc, les gens qui venaient travailler ici, Northwestern, tout ça, c'était du monde de Montréal, du Québec. Encore, ces chantiers de construction ici, t'entends beaucoup plus de tabarnak que de F. Okay. Vraiment, c'est beaucoup de francophones sur la construction ici. OK. Les chauffeurs de taxi, quand je suis arrivé, c'est presque exclusivement francophone du Québec. Puis là, maintenant, si c'est francophone encore, mais pas nécessairement juste du Québec. Tous les hôtels ici, les restaurants, partout, je vais à l'épicerie, je veux dire, je me fais servir en français partout. Les gens me reconnaissent parce que ça fait longtemps que je suis là, puis je travaille à l'école, puis j'ai un contact avec beaucoup de monde. Tu représentes un peu, d'une certaine façon, une francophonie aussi. C'est intéressant de dire ça parce que je pense que le monde aurait ce stéréotype du Nunavut que tu vas là, il y a personne qui parle en français, de faire servir en français. Vivre en français à 100%, ne se fait pas. Mais on est ici, on voit qu'il y a une salle de spectacle, il y a une communauté vibrante aussi. Vous êtes 15-20% de la population juste avec Iqaluit même qui est francophone. C'est quand même des gros pourcentages. Je dirais plus autour de 10-12, mettons. OK. Ouais, j'ai vu les chiffres du recensement Canada, le dernier recensement, là. Puis, c'est ça, on est 10-12% de la population d'Iqaluit qui peut parler français, mais si je vais au Discovery, il y a plein de gens qui viennent travailler, ils vont et viennent, donc qui sont pas nécessairement dans le recensement, puis qui restent dans le staff housing. Donc, mais à l'hôtel, au restaurant, j'aborde toujours le serveur que je connaisse ou pas, là, en français. Il me répond presque tout le temps en français. C'est des gens qui le parlent, là, au bar, un peu partout. Donc, le français, je veux dire, t'as pas besoin de gratter trop pour l'entendre. Puis évidemment, là, je connais personnellement chacun des francophones de la ville quand j'étais fait la file à la poste. Ils te connaissent. Salut. Je veux dire, ça m'arrivait pas ça ailleurs, là. De prendre, de jaser une demi-heure à chaque fois que je vais à l'épicerie, là, avec du monde que je connais plus ou moins, là. Il faut que je mette ça dans mon horaire. Oui, c'est ça. Tu te rajoutes une demi-heure pour aller à l'épicerie. Un peu d'argent puis une demi-heure. C'est ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a un beau sentiment de communauté ici? Est-ce que les gens sont dans l'entraide? Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment... c'est ça, une communauté, une genre de famille, si on veut? Non, je pourrais pas dire ça. Ça fait pas longtemps. Moi,
J'ai vu comme un âge d'or, après ça une baisse, un autre âge d'or, puis là on est dans un creux. OK. Je pense qu'il va y avoir un troisième âge d'or qui va finir par arriver. Par âge d'or, j'entends des rencontres où ce que les francophones viennent se voir puis qui vont voir des shows puis qui font des affaires ensemble. Donc à l'AFN, ça a été fondé par des gens qui voulaient écouter les Canadiens. Okay. À une époque où il n'y avait pas l'Internet, pas de câble en 1980. Donc ils ont pris ce bâtiment-là, ils ont mis un écran, ils venaient écouter les Canadiens. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, dans ce temps-là, il y avait un esprit de communauté dans le sens qu'il y avait des francophones qui se réunissaient ensemble. C'était des gars qui avaient des bonnes jobs, leurs femmes venaient, il y avait des enfants. Puis là, les femmes se réunissaient, puis il y avait comme... Ils faisaient des choses ensemble. Comme, je pense que la communauté était peut-être même plus forte à l'origine que maintenant. Maintenant, on a des gens qui travaillent dans tous les domaines, dans tous les endroits, qui vont pas nécessairement se tenir ensemble. Je te dirais que peut-être à ce niveau-là, on ressemble peut-être à une communauté francophone comme à Calgary, mettons. Tu sais que les gens habitent partout dans Calgary, mais il n'y a pas un quartier francophone à Calgary. Donc, à Iqaluit, il n'y a pas un quartier francophone. Il y a beaucoup de francophones aussi qui décident d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, puis c'est tant mieux, il n'y a pas de problème avec ça, mais ce qui fait qu'on les voit moins aussi. Oui, absolument. Puis, il y en a d'autres qui font l'école à la maison. Il y a plein de façons de faire les choses, donc l'école n'est pas nécessairement le lieu de rassemblement c'est primordial. Puis l'AFN, ça bouge beaucoup. Il y a un roulement d'employés à l'AFN, un roulement d'employés à l'école. On n'a pas comme un leader local francophone qui attire tout le monde vers lui. On n'a pas de poids politique au conseil municipal. On n'a pas de poids politique whatsoever. On n'en a pas. OK. Donc, c'est ça. Je te dirais que, bon, le Franco-Centre se remplit souvent, mais en voulant attirer des anglophones puis les autres vers nous, ben on se travestit un peu quand même. Là, on fait beaucoup plus d'activités en anglais qu'on en faisait avant. OK. Où on fait des shows bilingues. Des choses bilingues. Oui. C'est tout à fait louable. Moi, je pense que un coup que l'anglophone il a mis le pied dans le Franco-Centre, il sait que ça existe. Peut-être qu'on va lui donner le goût de venir. Puis moi, je crois pas à ça là, que les Anglais sont francophobes. Là. Non. D'avance. Non. Ils sont pas francophobes. Des fois, ils sont un peu... ils ont un peu peur, là, tu sais, qu'on les aborde en français puis ils savent pas quoi dire, mais je veux dire, tout le monde sait que les francophones ici parlent presque tous un anglais aussi. Très, très, très comprenable pour tout le monde. Mais c'est ça. Moi, je trouve que avant, on avait, mettons, des shows en français... mettons un Vincent Vallière. Oui, on a vu justement les affiches qu'il y a ici. Ça vendait ses billets en une demi-journée, c'était plein, tout le monde allait le voir parce que. Mais en diversifiant l'offre, moi je pense qu'on est sur la bonne voie parce qu'on est en train de diversifier l'offre. C'est-à-dire qu'avant, c'était tout le temps des shows francophones d'une vedette québécoise qui venait, remplissait la salle, partait, mais il n'y avait rien qui restait dans la communauté. Je comprends. Là, ce que Mme Wingirter est en train de faire, vous avez rencontré Félicie? Oui. Donc, elle, je crois comprendre que son plan, c'était d'apporter d'autres choses, du burlesque, de la danse, du théâtre, plein d'affaires, le cirque. Donc, ça a déstabilisé un peu tout le monde en même temps qu'une pandémie. Donc, puis là, je pense que les gens ont commencé à comprendre que ces activités-là pouvaient marcher aussi. Que s'il y avait un petit peu d'anglais, c'était pas la fin du monde, puis qu'il y avait moyen de se réunir pour faire autre chose que finalement une fois par 3 mois pour aller voir un artiste québécois. Donc je pense que c'est pour ça que je pense qu'on est sur la bonne voie, puis qu'on va réussir à ramener notre monde vers le Franco-Centre. Mais les francophones ici, c'est pas des militants. C'est pas on n'est pas comme dans la péninsule acadienne ou c'est pas des militants, c'est des gens qui vont pas prendre leur retraite ici, pas beaucoup. Peu vont prendre leur retraite ici. Là. Je veux dire, arrêter de travailler puis rester au Nunavut là, après. Ouais. Ça se fait plutôt rare, mettons. Il y en a. Mais je veux dire, il y en a moins comparé à ceux qui partent. Donc, on garde un sentiment d'appartenance envers l'endroit d'où on vient à l'origine. Souvent. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile ici. Mais en même temps, on n'a pas de visite. Je veux dire, on n'a pas de... Les gens, tu passes pas par hasard à Iqaluit. Non, c'est ça. C'est ta mère est venue te voir une fois. Quand moi, ça fait 14 ans que je suis là. Ma mère vient pas me voir chaque année. Là. Mais non. Donc, c'est ça. On n'a pas le choix de se pour ceux qui ont... qui veulent rattraper le coup là, dans leur langue maternelle. Là, ils n'ont pas le choix de se rattraper avec l'association francophone qui peut devenir à un certain niveau une deuxième famille. Là.
Mais je le sens pas encore complètement, ça. Je le sens pas dans, tu sais, mettons, des activités avec des bénévoles qui viennent pour parler d'un truc. Je veux dire, c'est pas des centaines de personnes, c'est pas des dizaines de personnes qui se présentent. C'est 2, 3, 4 personnes. Des fois, il y a 10 personnes, on dit « Hey, mon Dieu, c'est vraiment un excellent turnout. » Ouais. Tu sais, c'est vraiment bon. Mais encore une fois, les francophones qui sont ici, sont pas natifs d'ici, sauf les plus jeunes évidemment, ils ont des jobs. Ils sont ici parce qu'il y avait un job. Ils travaillent. Ils sont ici pour travailler. Ils sont ici pour travailler. En premier lieu. Il y en a beaucoup qui sont ici et qui travaillent juste trop. Là, je parlais des gars de la construction, des chauffeurs de taxi, des francophones en restauration, l'hôtellerie. Ça travaille beaucoup. Ces francophones-là, je sais qu'ils existent, je les vois, j'en connais quelques-uns, mais je les côtoie pas au show de burlesque. Là. Ouais, non, quand on finit leur journée de travail, ils s'en vont dormir. Ou ils travaillent tellement qu'ils peuvent pas venir au show de burlesque. Ou ils ont des genres d'horaires, genre on travaille 3 mois, on part 2 mois dans le sud, on revient, des trucs comme ça. Puis dans les familles, on développe un réseau d'amis, puis on se fait des soupers entre nous, mais pas nécessairement quelque chose à large là, avec tout le monde. Là, on n'invite pas toute la communauté à chaque fois. Donc on est une deuxième une deuxième minorité. C'est comme t'as les Inuits, les Anglais, les Français. On est là. Pas loin des Philippins là. Je veux dire, on n'est pas historiquement non plus là, on n'est pas trop dans l'équation là. Non. On n'est pas des gens qui se sont installés. C'est sûr que là, j'en connais une couple qui vont me rabattre le caca. Ils vont me parler du capitaine Bernier, le plus grand explorateur polaire, c'est un francophone de Lévis. Ouais. Qui a fait le tour de l'Arctique, qui a découvert plein d'endroits. En tout cas, sa biographie est fabuleuse, je la conseille. Mais en général, là, je veux dire, on n'a pas colonisé comme la rivière Rouge ou comme je sais pas trop. Là. C'est ça. On est là, puis on sait pas encore quel genre de place on peut prendre sans prendre trop de la place de l'autre. Les locaux, c'est les Inuits. C'est les gens de la place, c'est leur territoire. Nunavut, c'est notre territoire, c'est notre terre, c'est la terre des Inuits. Donc, c'est toujours pincette, là, toujours bien touché, là, d'arriver avec un projet. Je pense qu'il y a beaucoup de francophones, moi j'en suis un, qui des fois a peur de prendre la place de quelqu'un ou de prendre quelque chose à quelqu'un qui le mérite plus que moi, là. Un peu le syndrome d'imposteur, là, je sais pas. On est une capitale, donc on est supposé d'offrir le service en français et en anglais au niveau fédéral. Donc le bureau de poste c'est supposé être bilingue. Il y a plein d'endroits qui sont supposés être bilingues. Mais en fait, le bilinguisme ici devrait prioriser les Inuktitut, mais c'est pas le cas. Donc à chaque fois, tu as des primes de bilinguisme, plein de trucs, mais c'est rarement... il peut y avoir des primes pour les Inuits. Il existe des primes, en fait. Mais c'est pas nécessairement... On n'a pas l'impression que ça pousse plus pour les Inuits que pour les francophones ou que pour les anglophones. Puis ça devrait pousser plus pour les Inuits. C'est la capitale de leur territoire. Absolument. Puis c'est l'endroit où ils sont le moins bien représentés parce que là, c'est rendu 50-50. Inuit, non-Inuit à Iqaluit. Pour des Inuits, c'est une ville du sud, Iqaluit. Parce que si tu vas à Igloolik, c'est 95% Inuit. Donc, puis la langue est forte. Puis la culture est plus forte. Puis la chasse traditionnelle, les trucs, c'est plus fort là qu'ici. Donc, est-ce que je fais partie encore de ceux qui sont là pour coloniser? Là, non, c'est pas ça mon but. Je travaille à l'école francophone. Je vole pas à job nécessairement d'un Inuit. Tu sais, des fois, tu te poses des questions puis tu te dis... tu te sens jamais... T'es comme un pied en dedans, un pied dehors. Tu sais pas vraiment si... Est-ce que je suis totalement accepté? Est-ce que je m'inquiète trop? Parce que je pense pas que les Inuits n'ont pas un sentiment francophone non plus. Là. Non. Je veux dire, ils veulent pas nous chasser ou quoi que ce soit. Je me fais pas insulter sur la rue parce que je parle en français avec un ami. Ça arrive pas. Ça arrive pas. Mais c'est encore une place où est-ce qu'on cherche notre place. Là. C'est comme le Canadien errant, on se promène, puis on se ghettoise un peu comme tout le monde, puis on se ramasse en francophone. Fait que c'est ça, on cherche un peu. On cherche toujours. Puis
Puis des fois, ben, on trouve, puis des fois, ça prend plus de temps. Ouais. Puis là, en ce moment, ben, la communauté est comme un peu en renouveau. Là. J'ai jamais vu autant d'employés dans le building ici. Non. Moi, je travaille aussi pour le journal. J'écris pour le journal Pour La Voix. Ouais. Je travaille Bénévole. un article aux 2 semaines. Ok. Mais tu sais, je veux dire, j'écris. Tu sais, je vois ce qui se passe. Je suis content que ça existe. Je voudrais pas que ça existe pas. Ça, c'est sûr. Mais là, maintenant, je fais plus comme avant, où est-ce qu'à chaque fois qu'il y avait une activité francophone, il fallait que j'y aille. C'est comme quasiment du militantisme. Là. Ouais. J'étais allé voir un show de Patrick Normand. Là, j'aurais jamais fait ça ailleurs. Mais c'est ça. Là, maintenant, je me permets de choisir des trucs plutôt que d'autres. Ce qui te fait triper, en fait, dans le fond. Oui. Good. J'ai une question pour toi. Ça va faire... T'approches ton 15 ans au Nunavut. Ouais, bon, T'es en enseignement, t'es en francophonie. Puis c'est une chose qu'on fait souvent dans notre émission, c'est qu'on se moque de nos accents. J'aimerais savoir, y a-tu un accent franco-nunavois? Y a-tu une expression franco-nunavoise typique de la place que tu pourrais nous partager? Il y a très peu de mots typiques franco-nunavois. Je te dirais que c'est souvent des mots en anglais qui sont utilisés par des francophones. Tu sais, comme il y a quelque chose qui arrive beaucoup ici, c'est des soakers. C'est quand ta botte passe dans le slush, puis là, l'eau rentre à l'intérieur. Okay. L'eau rentre par-dessus. Donc ça, j'avais jamais entendu ça ailleurs. Des soakers. Ouais. Okay. Fait que les gens vont-tu dire dans une phrase comme « Hey, je t'ai pogné un méchant soaker un matin. » Ouais, c'est ça. Donc ça, on l'entend à l'école. Ça, parce que les enfants à l'école, évidemment, ils vont jouer dans le slush. Oui. Nous autres, on essaie d'éviter ça. Oui, mais eux autres, ils aiment ça. Il y a des snowkers aussi, là, quand tu fais la même chose, mais dans la neige. Là, ça Snowker. Les Freenooks, les Inuits francophones. Les Freenooks, wow! Ouais, ça, c'est quelques... Il y en a très peu ici. Il y en a plus au Québec, au Nunavik. Je sais pas combien il y en a, mais des Inuits trilingues qui parlent français. Il y en a quelques-uns. Puis je crois qu'ils s'identifiaient sous le terme Freenook. À un moment, j'ai vu ce terme-là passer quelques fois. Oui. C'est beau, ça. C'est beau. J'aime ça, Freenook. C'est très beau. Oui. Oui, ben Wivit pour francophone. Donc, le Wivit, c'est le mot Inuit pour francophone. OK. Donc, c'est parce qu'on dit tout le temps oui. On dit oui vite. Non, pas parce qu'on le dit vite. OK. J'ai comme, c'est bon, ça. Mais okay. Parce que le sens du gag. Oui, c'est ça, il rencontre un francophone, il dit oui. On dit jamais juste oui. Oui, c'est vrai. On dit oui. Oui. Bonjour. Oui. On le dit 2 fois. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi il répète le même mot 2 fois? Ça sert à quoi, tu sais? Je pense que c'est à l'origine le groupe Radio, justement, il avait choisi de s'appeler Radio à cause que les francophones répètent 2 fois le mot, je suis pas sûr. Mais oui vite, c'est comme ceux qui disent oui tout le temps. OK. C'est bien, I guess. Oui. Oui vite. C'est intéressant que c'est ça le mot. Tu sais, je l'aurais pas su. J'aurais jamais su. Est-ce que, dernière question, pour finir, on parle de bilinguisme souvent en tant que francophone en milieu minoritaire. Oui. Si on parle de l'apprentissage de l'anglais, je veux pas. Mais là, est-ce que les francophones font un apprentissage de la langue autochtone d'ici? Ça là, tu veux que je passe la porte en pleurant. Là. C'est vraiment ça que tu veux. Ça fait 14 ans que je suis là, puis je parle pas Inuktitut. Non. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça vraiment, vraiment épouvantablement triste. Je me sens lâche. C'est-tu enseigné à l'école, peut-être? Le poste d'enseignant d'Inuktitut à notre école est affiché depuis 21 ans. Wow. Il y en a pas. 21 ans. Depuis l'ouverture de l'école. Il est ouvert, là. Il est tout le temps. Et à chaque année, il renouvelle. Il est ouvert là, va appliquer dessus. Oui, non, je suis pas qualifié. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on arrive souvent pétri de bien bonnes intentions. On arrive ici, puis on veut que ça marche, puis on apprend, tu sais, les mots, les politesses, quelques trucs. Des fois, on essaie de s'inscrire Inuktitut 1, puis là, le deuxième cours se donne pas, ou il se donne réservé à telle heure, ou c'est pendant les heures de travail, ou peu importe. Ça fonctionne pas. Fait qu'on trouve toujours une défaite. Mais tu sais, des fois, moi, je suis fier Québécois que je suis.
Je m'insulte quand je vois le PDG de machin truc qui parle pas français puis ça fait 25 ans qu'il est à Montréal. Ouais. Puis, mais pourquoi je m'insulte pas que moi, ça fait 14 ans que je suis ici, 13 ans, puis que je parle pas Inuktitut, je devrais, bon, ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Ouais. Tu vas me dire, oui, ben l'anglais, c'est plus facile, ou le français. L'Inuktitut, c'est une langue pour les oreilles non aguerries, c'est une langue qui est comme marmonnée un peu. Ça sonne, on entendait dans l'avion aussi, ça sonne un peu comme le hindi, si on veut comme rapprocher un peu. J'oserais pas faire aucun rapprochement et je vais peser chacun de mes mots avec une balance millimétrique, là. Milligrammique. Une balance précise. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis. Mais pour ce qui est de l'Inuktitut, c'est pas une langue qui m'apparaît facile d'accès. Au début, je pensais que peut-être que les Inuits aiment l'idée que c'est leur langue secrète à eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les personnes qui comprennent là. Je veux dire, tu parles français n'importe où au Canada, il va toujours avoir un francophone, il va t'écouter, il va t'entendre. Mais moi, si je suis à Poste là, puis il y a deux Inuits qui se parlent, là, je vais pas catcher un seul mot là. Je vais en catcher 3-4 là. J'ai aucune idée de quoi ils parlent. Ils parlent de moi, je sais pas. C'est comme un langage secret là, mais en même temps c'est faux parce qu'ils veulent absolument s'ouvrir sur le monde. Ils veulent que l'Inuktitut comme le français au Québec devienne la langue d'usage, la langue d'affichage, la langue première, la langue d'enseignement, la langue en cours, à l'hôpital, la langue partout. Puis, politiquement, ça m'apparaît, en tout cas avec d'un œil extérieur comme ça m'apparaît comme quelque chose de vraiment difficile à faire. Puis, on dirait qu'ils remettent tout le temps ça là, au calendrier grec. Là. Il y a un plan là, de mettre l'Inuktitut obligatoire dans les écoles jusqu'en 12e année, mais là, il va être effectif en 2037, je pense. Là. C'est comme tout le temps, on repousse parce qu'on n'a pas les ressources, on ne sait pas qui va l'enseigner, comment on va le faire, on n'a pas les bons livres, on n'a pas ce qu'il faut. Enseigner les sciences, la biologie en Inuktitut, comment tu fais ça, ainsi de suite. Donc, c'est complexe pour eux, puis en même temps, s'ils le font pas là, il va y avoir un manque à gagnant quelque part là. Je veux dire, ça va commencer à être difficile pour eux de rattraper le temps perdu parce que les jeunes sont pas fous là. Ils sont sur leur machine puis ils checkent les vidéos TikTok comme n'importe qui sur la planète. Ils checkent les films américains, ils conversent en anglais, lentement mais sûrement. T'as une assimilation culturelle aussi, ce qui se fait là. Je veux dire, trouve-moi un Inuit pour te fabriquer un kayak là, traditionnel là. Je veux dire, tu vas le chercher longtemps. Donc c'est malheureux. C'est ça qui arrive. Il y a une espèce de distance aussi, un fossé des générations entre les plus âgés qui sont nés dans la toundra justement, puis les plus jeunes. Qui ont accès à plein de trucs, qui ont d'autres visions, qui veulent peut-être aller dans le sud pour étudier puis travailler dans le sud. Ils veulent pas nécessairement habiter dans le nord ou puis t'as tous ceux qui cherchent des opportunités puis qui réussissent pas à l'école pour un paquet de raisons, des problèmes sociaux qui s'empilent. Donc bref, c'est complexe. Le Nord, il y a une mécanique particulière. Il faut, comme je disais tantôt, prendre un pas de recul. Il faut garder son œil extérieur face à ça puis éviter de juger. C'est très difficile de se mettre dans les bottines d'un Inuit qui a vécu des traumatismes multigénérationnels, tout ça. Tu peux pas te mettre dans leurs bottines. Non. Fait que, tu sais, moi, j'arrive jamais, gros gens comme devant, avec mes histoires de conquête puis de grands dérangements. Là. Non. Je regarde une petite gêne. Ils savent très bien ce que c'est que d'être colonisé puis ce que c'est que d'avoir été abusé, exploité, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment ça force l'écoute. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire, il faut essayer de comprendre. Puis il faut aussi surtout comprendre qu'ils sont à la croisée des chemins, puis là s'ils veulent que leur territoire, qu'ils se sont battus pour l'avoir, ils l'ont. Maintenant, pour qu'ils deviennent fonctionnels, puis qu'ils deviennent pas juste fonctionnels, mais qu'ils deviennent prospères. Je veux dire, il faut qu'ils mettent les bouchées doubles, c'est maintenant que ça se passe. Maintenant, parce qu'ils vont être largués là. D'ici une couple d'années, 10, 20, 30 ans, là, plus tu prends du retard, plus la côte va être dure à monter. Donc, c'est ça. Puis, les gens qui arrivent ici, en général, qui viennent, qui travaillent 3-4 ans puis qui repartent, leur legs n'est pas nécessairement durable non plus. T'sais, ils sont de passage, puis souvent, surtout les gens qui sont en position de pouvoir, ils viennent, ils installent
une nouvelle façon de faire les choses, puis là, ils partent. Puis là, ils ont pas transmis ça à personne. Une nouvelle personne qui arrive, puis elle enseigne une nouvelle façon de faire les choses. Fait qu'ils sont tout le temps comme... Tout le monde est dans le nouveau, là. Tu deviens méfiant. Tu te dis, bon, mais lui, il va rester combien de temps? Puis lui, as-tu vraiment mon bien-être à cœur ou, tu sais, il a plus sa retraite à cœur? Ouais. Puis ainsi de suite. Donc, je peux pas dire que si ça se côtoie tant que ça, les Inuits puis les non-Inuits en ville, là, soyons francs, là. Je veux dire, c'est pas du rejet ou c'est pas qu'on... les gens se font pas confiance ou ils ont peur les uns des autres. C'est juste qu'il y a comme une certaine distance. Il y a une vieille expression, ceux qui se ressemblent se rassemblent aussi. Ouais. Fait que si tu partages des mœurs, des cultures avec quelqu'un, avec une autre personne, t'as pas les mêmes référents, les mêmes affaires. T'sais, on le voit en tant que francophone et anglophone dans des grands centres, dans des cercles d'amis aussi, que souvent t'as la gang de francophones, t'as la gang d'anglophones, puis ils peuvent être dans la même classe, là, t'sais. Mais à l'université, ça va... Mais les francophones anglophones que je côtoie, mettons, dans le sud, ont plus de points communs, je pense. Ils sont allés dans le même genre de système d'éducation. Ils ont le même genre de... Ça se ressemble. D'héritage. Ici, il faut vraiment faire... c'est autre chose. Là. C'est autre chose. Il faut que tu plonges. Oui. Moi, mettons, un francophone trip un peu culture nordique, culture inuit, faut pas qu'il fasse ce que j'ai fait. Il faut qu'il aille en communauté. Quand je dis en communauté, il faut qu'il aille dans un village traditionnel où ça parle inuktitut. Il faut qu'il marie une Inuit. Qu'il apprenne la langue. Oui. Là, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Pas marier nécessairement, mais je veux dire rencontrer des gens, puis se tenir avec... vivre avec ces gens-là, en fait. Vivre avec ces gens-là. Puis là, je pense que les œillères vont tomber, puis que ça prend beaucoup de... Je dirais pas de volonté, mais ça prend de la curiosité, de la patience. Oui. Faut prendre le temps de le faire. Puis je pense que c'est payant prendre de ligne. Oui. Moi, j'envie tellement les gens. Puis je me dis, mais pourquoi je le fais pas moi-même? Là? On dirait que c'est parce que je sais pas quand est-ce que je vais partir. Puis je pars-tu demain, dans 4 ans, dans 5 ans? Ouais. Mais juste ça fait 12 ans que je me pose cette question-là, puis je reste. Là. Fait que je devrais m'en donner, là, allumer, puis m'y mettre comme il faut. Là. Puis ça arrive pas. Honte à moi. Ben, moi, je pense que t'as des super beaux propos. Moi, je trouve que t'es très informé. Moi, tu m'as appris beaucoup. Moi aussi, je suis convaincu que tu vas apprendre beaucoup à nos auditeurs. J'ai pointé l'ordinateur comme s'il était là. C'est comme ça que je vous vois, chers auditeurs, dans mon ordinateur. Mais vraiment, je trouve ça vraiment formidable ce que tu nous as appris aujourd'hui, évidemment, sur la communauté, les communautés. Puis moi, j'aimerais ça finir avec une question plus qui a rapport à toi et tout. Pour le fun, qu'est-ce que tu aimes faire ici que tu as appris d'ici peut-être? Ou qui s'est manifesté avec le temps comme une tradition que toi tu as ici? Ben, je te dirais que c'est difficile de passer à côté du plaisir de la motoneige. Oui. Mais c'est pas un plaisir qui était complètement absent dans ma vie précédente. Je veux dire, je viens de la ville de Québec. Là. Il y a des neige. Il y a plus de neige. Il y a plus de neige à Québec qu'ici. Oui, il y a ça. Donc, je connaissais les motoneiges et tout, mais ici, c'est un autre niveau. Parce que quand tu passes 2-3 collines, t'as vraiment l'impression que là, tu peux mourir là puis que personne va jamais s'en rendre compte. Jamais personne va s'en rendre compte. T'es perdu. T'as pas de fil électrique ou t'as pas rien autour. Puis tout est blanc. T'as pas de repères visuels, de rien qui te rappelle quoi que ce soit si t'es dans le désert. C'est très facile de se perdre. C'est très facile de se perdre dans ces idées aussi. Je conseille à tout le monde de se promener avec un spot puis avec tout ce qu'il faut, le GPS. Ça t'est arrivé de t'égarer, genre pas de te perdre, mais de faire comme... Ça m'est arrivé d'avoir la chienne. Je veux dire, j'étais pas perdu, mais j'étais pas loin. Ça m'est arrivé, mais c'est ça, j'essaie de... Bon, quand tu pars, il y a des règles de sécurité. Il faut que tu dises au moins une personne où tu vas, quand est-ce que tu penses revenir. Tu rappelles quand tu reviens, tu te promènes avec ton équipement là, de la géolocalisation. T'amènes du gaz de plus. Absolument. Tout ce que... Une tente, un trailer, un gun, 3 tanks de propane. Exactement. T'es des allumettes. Ouais, c'est ça. C'est l'aventure. Je veux dire, je suis allé dans un autre village en skidoo à partir d'ici, là, qui m'y-route, là, tu sais, puis il y a des gens qui le font quotidiennement, c'est pas un problème, là, ça leur prend 1h30, moi, ça m'a pris 7 heures. Mais, je veux dire, c'est comme l'endroit pour se rendre dans ce village-là que tu traverses s'appelle
terra incognita, là, la terre inconnue. Là, tu sais, t'es comme dans, on dirait que t'es dans, je sais pas trop, là, c'est dans un mix de Game of Thrones. Star Wars rencontre le sable. T'es comme dans t'es à l'autre bout. Puis si tu prends un globe terrestre, c'est bon, il y a un angle, 27 degrés. Là. Non, mais si tu regardes, tu tournes et tu regardes ce qui est au-dessus, là, Iqaluit est pile sur le top. Oui. Ouais. Donc on est le toit du monde. Donc tu sais, quand on marche ici, là, c'est un peu comme quand t'es jeune puis tu te demandes si en Australie ils tombent parce qu'ils sont en dessous, là, tu marches. Là, toi, t'es sur le top, tu peux pas tomber. On dirait qu'on marche mais on la fait rouler la boule. Oui. On est vraiment sur le top ça. Ici. Donc, bien évidemment, les aurores boréales, ces trucs-là, c'est fabuleux. Les paréliers aussi. Donc, il y a plein de choses vraiment là, que j'aime là, juste dans le visuel. Là. Mm-hmm. Puis... nous, on est arrivés, puis c'était ça, là. On trouvait ça vraiment de toute beauté. Puis il y a quelque chose avec les maisons aussi, les couleurs, tout ça. On trouvait ça vraiment intéressant, les choix qui sont utilisés pour... C'est pas des choix. C'est pas des choix? C'est réglementé? Oui, non, c'est pas réglementé. Non, je déconne. C'est vraiment le matériel le moins cher. On l'achète. Okay. On fait, je veux dire, les restes de chantier de construction, on a acheté la batch. Ouais, des fois, tu te rends compte, tu visites 15 cuisines à Iqaluit, on a toutes le même truc au-dessus de l'évier, la même céramique, le même truc. On a tout acheté à la même place. C'est toutes les... C'est correct, il y a des places, justement, à Ottawa aussi, ils ont toutes le même condo. Fait que ça revient à la même affaire. On n'a pas beaucoup de choix. Je sais, j'aimerais ça que ce soit, mettons comme à St. John's, Newfoundland, les maisons, les couleurs. Jelly Bean Road, là, c'est ça. Ils sont de la même couleur que le bateau. Ouais. Parce que le gars, il avait un surplus de peinture. Vous autres, ça serait-tu la même couleur que le skidoo? La couleur que le skidoo. Quel camotique. Non, c'est la peinture en spécial. Ouais. Ok, c'est correct. C'est ça. C'est ça que j'utilise. La peinture en spécial, là, ça fait un job. Ça fait un job. Ouais, un grand merci. T'es venu nous jaser, nous apprendre plein de choses. C'était vraiment le fun. Absolument. Puis, merci Simon. Bon parcours à l'école la plus nordique francophone au monde. On préfère dire l'école nordique la plus non, l'école francophone la plus au nord. Ouais. Je pense qu'on l'a dit à l'envers. Ça se peut. Allez voir sur le site. Là. Puis il y a des postes aussi. Oui, exact. Sinon, si vous cherchez un job, il y a des postes. Donc, il y a des postes dans le Nord en enseignement, il y a des postes dans le Nord dans plein des affaires. Un grand merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Deuxième invité dans cette série d'entrevues avec des gens inspirants vraiment de la communauté d'Iqaluit francophone. Louis Canel. Là, on parle à un monsieur du gouvernement, un analyste financier pour le budget de la capitale. Monsieur, mes hommages, vous allez bien? Je vais très bien. Oui. Merci de m'avoir invité à cette entrevue. Merci d'avoir accepté. Nous, on se demande, là, évidemment, on a parlé un peu avant, mais un analyste financier ici, comme on dit en bon français, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ici aussi au printemps et en été. C'est ça, exactement. Dans toutes les saisons. Donc, en fait, analyste financier, c'est quelqu'un qui s'occupe, c'est quelqu'un qui vient en soutien au gouvernement pour tout ce qui est lié aux finances. Je fais beaucoup plus dans l'analyse des données et l'analyse des données afin de permettre au top management de prendre des décisions, de bonnes décisions. Et je m'occupe particulièrement du capital. C'est-à-dire que je m'occupe de la gestion des projets d'infrastructure, pas de la gestion, en tout cas je participe à la gestion des projets d'entreprise, mais beaucoup plus en support, parce que je dois m'assurer que les fonds qui sont donnés aux gestionnaires de projets sont utilisés comme il faut. Et également suivre l'évolution des projets
Également, ce que nous faisons dans ma division au département de Community and Government Services, nous participons à l'élaboration du budget du gouvernement. OK. Nous aidons les gestionnaires de projets n'est-ce pas, à proposer des projets qui vont être débattus et approuvés à l'Assemblée législative. Qu'est-ce qu'on fait encore? Et puis il y a un suivi mensuel de l'évolution des projets. Donc on a des rencontres qu'on fait tous les mois avec les gestionnaires de projets. C'est nous qui décidons, nous approuvons les demandes de financement. Par exemple, si un projet n'a pas assez d'argent ou bien si il y a eu une raison, quelque chose d'imprévu qui empêche le projet d'arriver à son terme. Comme je peux prendre l'exemple de l'augmentation du taux d'intérêt. OK. Cette augmentation-là, oui, impacte également dans l'achat, par exemple, du matériel pour la construction. Donc, quand des choses de ce genre arrivent, nous intervenons pour aider les gestionnaires de projets à obtenir le financement supplémentaire dont ils ont besoin. Pour pouvoir réaliser, évidemment, les projets puis s'assurer qu'ils viennent la fruition. C'est exactement que ça devienne les rêves. Oui, c'est ça. Très cool. Justement, quand on parle de budget au Nunavut, c'est quoi les choses principales? C'est-tu dans le tourisme, vous parlez d'infrastructure, c'est-tu en éducation? C'est où qui sont vraiment les besoins? Oui, ce que je peux dire, c'est que dans chaque département, il y a des analystes financiers, il y a même des analystes de budget. OK. Et chaque département a des projets, ça c'est sûr. Des projets de construction. Les projets, il y en a de tout type. Ben oui. Ça peut être un programme scolaire, un nouveau programme scolaire. Ça peut être la construction d'une route. Ça peut être plein de projets dans différents départements. Et puis ces projets-là, il faut les concevoir, il faut les planifier, il faut les exécuter. Et mais moi particulièrement, je m'occupe du capital comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on a besoin des analystes parce que c'est comme ça que le gouvernement sait si des projets qu'il a approuvés sont réalisés, s'il y a des problèmes, s'il y a des besoins de financement supplémentaires et tout. Il faut qu'il y ait des gens pour analyser ces projets-là, en fait. Puis là, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vraiment. Vous me parlez comme un monsieur super éloquent, businessman, comme je te ferais confiance avec mes T4 à la fin de l'année. Absolument, c'est pas de problème. Mais on est dans les studios de la FN, de CFRET. Oui, absolument. Et vous êtes aussi animateur radio bénévole. Oui, c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Nunavut, je me suis essayé dans beaucoup de choses. Oui, impliqué en fait. Je me suis aussi impliqué. Déjà au Cameroun, je faisais dans l'humour. J'avais à l'université, je faisais déjà l'humour. J'étais très intéressé par l'humour. D'ailleurs, j'ai un programme humour à l'africaine. OK. Que je vais certainement relancer. Ah, c'est cool ça. Oui, absolument. Oui. Et c'est quelque chose qui m'anime. J'aime faire rire les gens et puis j'aime voir les gens heureux. Oui. En fait, c'est ça. Et c'est pour cette raison justement que je suis également DJ. OK. DJ Class. OK. C'est mon nom d'artiste. Très cool. Et je le suis parce que justement, j'aime voir des gens heureux. Okay. Oui. Et j'aime être dans un environnement où je sens que les gens se sentent bien. À l'aise, bien, sont contents. C'est pour cette raison que être DJ m'intéresse beaucoup. Et puis, pour ce qui est du programme, des programmes que j'ai ici avec la CFET, moi j'ai commencé comme bénévole. Je me suis dit pourquoi pas. Oui.
Mais clairement, avec ce que vous nous dites, vous vous dites pourquoi pas très souvent, je pense. Parce que vous occupez des finances, vous pouvez faire des blagues, vous pouvez faire être DJ. Exactement. En fait, vous pouvez régler beaucoup de problèmes de mariage, en fait. C'est ça qu'on réalise. Le budget, la musique, puis il peut faire un show d'humour. Exact, c'est ça. Moi, je pense que si je m'amuse beaucoup plus. Je pense que vivre, c'est faire les choses qui te plaisent. Oui, les choses qui t'allument. Qui t'allument. En fait, c'est ça. Moi, j'aime... et si c'est quelque chose qui m'allume, si c'est quelque chose qui me plaît, pourquoi pas. Je m'essaye et puis... Mais surtout, prendre du plaisir à le faire. C'est ça qui est important pour moi. Mais oui. Donc, ici à la radio, je suis chanceux parce que c'est une opportunité qu'on m'a donnée d'avoir accès au studio. Oui. De pouvoir faire. J'ai appris à monter toute une émission seule, à faire les enregistrements et tout. Bravo. Je suis capable de le faire. Merci beaucoup. J'ai bénéficié de l'aide bien sûr, des gens ici. Des animateurs comme François. Oui. Et, il y a certaines personnes comme justement Saïda et puis qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont encouragé à le faire. Et moi, je suis content de le faire parce que ça participe de ce que je vous ai dit. Oui. C'est-à-dire sentir que quelqu'un écoute peut-être une musique africaine et puis il est content de ça, il est content d'écouter sa musique ici à Iqaluit. Exact, ou d'en apprendre sur la musique justement. Sur le monde. Sur le monde en général. Absolument. Mais là, la question c'est, vous dites que vous venez du Cameroun. Oui. Comment est-ce que vous finissez à Iqaluit? Oui. C'est quoi le chemin? C'est un mauvais. Vous avez pris le mauvais vol. Ça, c'est une très bonne question. Avant d'arriver ici, je travaillais au Cameroun. J'ai travaillé dans des postes de gestion pendant longtemps. Et puis, ce qui m'a fait arriver ici au Canada, c'est parce que mon épouse était aux États-Unis. Elle allait suivre une formation en santé publique. OK. Et puis, pendant qu'elle suivait ses études là-bas, elle est tombée enceinte. Et il fallait donc que je prenne une décision. Elle avait besoin d'assistance. Oui. Alors j'ai décidé de prendre un mois de vacances. À ce moment, on était aux États-Unis parce que c'est aux États-Unis qu'elle a eu son diplôme de santé publique, son bachelor. Alors je suis donc allé là-bas l'assister. Et puis quand je suis arrivé là-bas, on s'est dit pourquoi pas. On nous a parlé du Canada. Le Canada, c'est le pays du rêve où les rêves se réalisent. Et alors j'ai décidé d'appliquer pour l'immigration. Et puis tout s'est bien passé. On a suivi toute la procédure. Et puis la porte d'entrée, c'était Winnipeg. Donc après, on a immigré des États-Unis. Je suis allé directement à Winnipeg. Et arrivé à Winnipeg, nous avons fait quelque chose, moins de 2 semaines à Winnipeg, parce que mon épouse avec son frère ici, et qui nous a dit, venez au Nunavut. Vous pouvez venir ici. Tout bonnement comme ça. Tout simplement. Juste le frère ici, nous sommes ici. Venez ici, ça va être le fun. Et je pense, et il essayait de nous convaincre depuis les États-Unis. Donc ça faisait longtemps là. Oui, ça faisait longtemps qu'il était derrière nous. Moi, je disais, il essayait. Je peux pas aller à un endroit. Il recrutait des gens pour rester ici, pour le Nunavut. Incroyable. Et moi, je lui disais, je peux pas aller à un endroit où il n'y a pas d'arbres. Voilà. Je sais pas. Parce que je suis allé à Google. Et puis j'ai vu, c'était. On a fait la même chose. On a eu la même réaction. Absolument. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. Mais en fait, c'est parce qu'en ce moment, tu vois pas trop de végétation. Point final, à cause de la neige. Mais est-ce qu'il y en a un peu durant l'été? Pas du tout. Du tout? Un peu de gazon? Un peu de végétation, un peu de fleurs. Oui, un peu légèrement, mais pas d'arbres. Mais pas d'arbres. Wow. Alors il a dit, OK, dans ce cas, je ne peux plus te convaincre. La seule chose que je vais faire, c'est je t'invite à venir passer les fêtes de Noël et de Nouvel An avec nous. Wow.
Je pensais que c'était pour nous dire qu'il avait planté un arbre. C'est ça que j'ai fait. Un érable qui a duré 3 heures. Exact. Alors, nous sommes donc quittés de Winnipeg avec pour objectif d'aller passer et voir, parce qu'il nous a dit venez voir, si ça ne vous plaît pas, puis vous pouvez retourner. Et dès que j'arrive ici, boum, le premier mois, c'était en janvier 2016, je trouve le boulot au gouvernement. Wow. Et c'était au département de Family je pense maintenant ils disent Department of Family, Children and Services, quelque chose de ce genre maintenant, comme analyste financier. Wow. Et directement, j'ai dit, c'est possible, pourquoi pas. Et puis, mon épouse aussi a trouvé un boulot. Et là, directement, on s'est dit, essayons voir. Essayons une année voir. Ouais. Et ça va faire 8 ans qu'on essaye. Ça fait 8 ans que vous essayez la même année. C'est une année fructueuse. Absolument. Mais quand même, arriver au plein milieu de l'hiver et choisir le Nunavut, c'est un choix venant de l'Afrique, même venant du Canada, de Winnipeg. Absolument. Winnipeg, il fait froid. Il fait froid. Mais pas autant qu'ici. C'est pas Nunavut, là. Non, c'est ça. C'est pas la même affaire, là. Pas autant qu'ici. Non. Mais c'était votre première réaction en sortant de l'avion? Je pense qu'on était déjà préparés. En discutant avec les personnes déjà ici, puisqu'on posait beaucoup de questions sur est-ce que on va trouver le boulot facilement, est-ce que la vie est possible là-bas, quand il fait froid, qu'est-ce que vous faites et tout. On avait déjà ça dans la tête, et puis quand on est arrivé, on a passé la première année, la deuxième année, et puis on a commencé à aimer. Parce qu'on s'est rendu compte que, enfin, finalement, il y a aussi de bonnes choses ici. Ben oui, comme par exemple certain. Le calme. Oui. C'est vraiment calme. Et puis les distances sont courtes. Oui. Et puis ça resserre les liens familiales. Parce qu'après le boulot, il fait tellement froid qu'on ne pense qu'à aller à la maison, se réchauffer. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Et puis après le département des finances, j'ai trouvé le boulot aux finances. Et puis j'ai fait 4 ans aux finances. Et après j'ai trouvé le boulot à CGS où je suis maintenant. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est vraiment une belle... c'est tellement une belle aventure, vraiment. Une très belle histoire. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Je sais pas si moi, j'aurais autant de charme avec mes amis à leur dire « Oui, là, déménage ici, c'est vraiment le fun. » Je sais pas. Je pense pas qu'ils m'écouteraient nécessairement. Fait que je trouve ça beau que vous vous êtes dit comme... En plus, écoutez le beau-frère. Oui, exactement. Avec le beau-frère. C'est pas le frère, c'est le beau-frère. C'est le beau-frère. Absolument. Faut vouloir, là. Qui nous a reçus, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a donné les éléments nécessaires pour commencer la vie ici. Et tout. Et pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Et puis, voilà, on a essayé, puis on a vu que c'était... Maintenant, si on pose la question de savoir quand est-ce que je quitte le Nunavut, je ne saurais pas. C'est bon. C'est que c'est un 8 ans qui va juste continuer à être un 9, un 10, un 11. Juste continuer, oui. Juste continuer, parce que les choses se passent plutôt bien. Et puis, entre-temps, on a créé une autre entreprise. Nous faisons dans l'événementiel. Le nom de l'entreprise, c'est DNK Events. DNK Events and Services Inc. Parce qu'on a incorporé dernièrement. Voilà, nous faisons tout ce qui est événementiel, c'est-à-dire que si vous voulez du traiteur, si vous voulez un DJ, si vous voulez la décoration, tout ce qui est lié à l'événement. C'est difficile ici d'avoir une entreprise. Oui, ça les conditions climatiques, les difficultés qui sont liées au manque de logement. Oui, le manque de logement, le manque de personnel. Il y a tout ça, mais on s'accroche. On s'accroche parce qu'on sait qu'Iqaluit, il y a vraiment du et on sait qu'on va s'en sortir. Moi, je ne vis pas à Iqaluit, mais je veux parler au nom de la ville. On est chanceux d'avoir des personnes comme toi absolument. Qui s'impliquent. Merci beaucoup.
pas juste à un niveau, pas juste au travail, là. juste l'immigration et venir au Nunavut. Déjà là, c'est tout un projet, Oui, c'est vraiment. tout un honneur. Vraiment. Mais de là, d'aller encore plus loin que ça, faire des entreprises, faire vos projets, travailler à la radio, vraiment Investir votre temps. investir Absolument. votre temps, votre argent. le tout, en fait. Tout dans la communauté, une communauté francophone aussi. Oui. Genre, vous voyez pas, chair de parce que- poule. chair de poule, là, parce Oui. qu'il fait froid ici. Oui. Je suis bien habillé. Mais non, c'est très beau. C'est vraiment, vraiment beau. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie vraiment. C'est encourageant aussi parce que parfois on se demande est-ce qu'on va y arriver? Oui. Mais ce qui est important, c'est le plaisir qu'on a à faire ces choses-là. Bon, il n'y a pas que cette entreprise DNK que nous avons créée. Bon, mon épouse, avec le concours de certains membres de la communauté, nous avons également un groupe de danse Ah. qui fait dans les danses africaines, justement. Et là, je suis également DJ là-bas. Puis c'est beaucoup plus les dames. Oui. Les hommes ont décidé de laisser ça aux De dames. faire autre chose. Et moi, j'ai décidé d'accompagner les dames. Oui. Donc, tous les vendredis soirs, entre 18h et 20h30, parfois 21h, nous faisons nous pratiquons, faisons comment on dit ça, des entraînements Oui. à l'école des Trois Soleils. Très cool. C'est intéressant parce qu'en fait, ici au Nunavut, en dehors du centre aquatique où on va faire la gym et tout, Oui. il n'y a pas d'opportunités. Les opportunités en fait sont limitées OK. pour faire un peu d'exercice. Ce qui fait que nos dames ici à Iqaluit ont un endroit où elles peuvent aller Puis aussi faire un peu philosopher. d'exercice et puis se faire plaisir en dansant des musiques qu'elles Puis aussi aiment. le social de se rassembler absolument. entre femmes. Absolument. Surtout aussi d'une même Donc, c'est culture ça. aussi. Parce que je veux pas qu'il y a une culture francophone immigrante aussi à Iqaluit. C'est pas juste des Québécois ou des Ontariens qui ont vagué vers le nord. francophones de Mais partout. d'avoir ça, puis d'avoir ces chances-là pour ces femmes-là, pour ces hommes-là, pour toute la communauté de se rassembler. Absolument. C'est le fun. Absolument, parce que en réalité, le groupe de danse ça s'appelle Danse Afro-Folk. C'est un groupe de danse africain, mais qui est ouvert à tout le monde. Et on a beaucoup de membres québécois, francophones dans mais c'est ouvert. C'est ouvert et puis ça donne l'opportunité à ceux qui veulent apprendre des danses qui viennent d'autres cultures. Oui. C'est une bonne chose. C'est dommage Et moi, qu'on quitte j'encourage jeudi. ça. Parce que sinon, on aurait pu y aller vendredi. On aurait été Il est excellent. Je vous aurais personnellement invité. Justement. En fait, c'est peut-être mieux pour tout le monde si on n'y va pas, mais quand même. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que la danse aussi, c'est aussi pour les enfants. OK. Ah oui, donc on fait pour les enfants et pour les adultes. C'est le fun. Donc c'est ça. C'est ça notre vie à Iqaluit. À Iqaluit. Voilà. C'est une très belle vie. Ça semble être une très belle vie. Ça sonne comme une Le belle plus de vie. personnes que je parle qui vivent à Iqaluit, le plus je suis comme, peux-tu déménager? C'est souvent la même histoire aussi. C'est des c'est gens ça. qui sont venus ici en se disant on va l'essayer Essayer. pour un an. Essayer. Et là, ça fait 8, 12, 13 ans qui disent on va l'essayer une autre année. Donc, c'est rendu c'est pas de chez vous? Oui. Je pense que le Nunavut a quelque chose de particulier, c'est que c'est unique. C'est un endroit... Bon, j'imagine qu'il y a des endroits au nord comme ceux-ci. Ben, pour nous qui connaissons seulement Iqaluit, le Nunavut, c'est un endroit où il faut aller visiter. Oui. C'est totalement en contradiction avec moi qui suis quitté de plus 40 degrés à moins 40, moins 50 parfois. Une différence de 100 degrés. Et aussi, il y a le côté opportunité d'avoir un boulot. Oui. Oui, de pouvoir trouver un boulot, d'être proche de la famille. Donc, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de programmes gouvernementaux pour encourager les personnes qui vivent ici. Surtout les personnes considérées comme minoritaires. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens. L'association des francophones de Nunavut aussi fait un travail incroyable.
Et donc, voilà, nous sommes là. Et peut-être pour longtemps encore. Vous êtes là pour rester, je pense. Là pour rester. Je pense que pour rester. Il y a ce plaisir, par exemple, de savoir que quand vous êtes au nord et que vous vivez dans le froid pendant presque toute l'année, chaque fois que tu prends les vacances, c'est toujours une nouvelle découverte. C'était Ottawa à chaque fois. C'est toujours comme si c'est la première fois qu'on va à Ottawa. Les enfants, quand on atterrit, au moment de l'atterrissage, c'est toujours « Oh, papa, les arbres, c'est beau! » C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est tellement différent, absolument. Mais nous aussi, quand on est atterri, on a fait... Mais juste passer sur la baie du Son puis faire... C'est ça. C'est juste de la neige. C'est une baie de glace. Oui, c'est de la glace, c'est de la neige. Puis avec... Tu peux pas voir autre chose à l'horizon. C'est que ça. Là. C'est que ça. C'est que ça. Mais ça aussi, c'est un paysage à couper le souffle. Là. Nous, on n'avait jamais vu ça, puis on a regardé ça, on faisait « Wow, c'est beau! » C'est beau, mais on peut mourir. Oui, c'est ça. On aimerait ça atterrir l'autre bord parce qu'on n'est pas outillés pour rester ici longtemps. C'est ça. Un grand merci d'être venu nous jaser, de nous partager ton histoire, ton parcours, toutes tes choses. Puis merci encore de ce que tu fais pour la communauté. Oui, je pense que les personnes te le remercient. Je suis certain. Très apprécié. Je rappelle que j'ai été une fois... J'ai reçu le prix U8. Le prix quoi? Le prix je pense que c'est U8. U8? U8. OK. Qui récompense les personnes qui ont... comment je vais dire, eu un impact sur la communauté pour la communauté. Wow. Bon, moi c'était avec la radio. Très cool, vous avez eu ça. Félicitations, très bien mérité. Merci bien. Vous allez pouvoir le demander aussi pour être DJ, puis vous allez pouvoir le demander pour être humoriste. C'est facile, à chaque année on fait juste y redonner le prix. Exactement, c'est vous qui le méritez. Mais ça fait plaisir de voir que la communauté est reconnaissante. Ça fait quand même plaisir. Ça fait que tu as quand même l'impression que il y a un impact. Vous amenez quelque chose, oui. Vous apportez quelque chose, oui, absolument. C'est vraiment beau. Vous avez amené beaucoup à nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Vous avez fait un impact dans notre journée. Puis évidemment, dans notre... on a appris beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous autant. Vous aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Troisième entrevue de cette série de 4 de gens inspirants, remarquables, avec L8. Et là, c'est une personne, son nom, Arthur Lagacé. Arthur Lagacé, un auteur. Oui, quand on dit remarquable ici, je pense que c'est vraiment... c'est sous-estimé le mot. Là. Tu sais, c'est très impressionnant, grandiose. Arthur Lagacé, auteur franco-nunavois, qui a deux livres à son actif. Là, vous êtes 2 livres à son actif. J'en connais qui ont des tomes, j'en connais qui ont, tu sais, Harry Potter, 12 chapitres. Mais là, il y a 14 ans, il est élève aussi à l'École des Trois-Soleils. Oui. Bonjour Arthur, comment ça va? Bonjour, Où ça va bien. trouves-tu le temps d'écrire 2 livres? 2 livres, ça vient d'où? Ben, pas juste trouver le temps, trouver l'intelligence d'écrire 2 bons livres. Moi, comme je disais tantôt, je suis comme, hey, à ton âge, je sais même pas si j'avais écrit 2 pages cohérentes. J'avais écrit 2 pages cohérentes, pas sûr. C'est ça la différence. Ben, le temps, ça vient probablement de faire l'école à la maison. Avant cette année, je faisais l'école à la maison. Ça donne plus de temps pour faire d'autres sortes de projets. Ben oui. Puis est-ce que écrire 2 livres. comme par exemple écrire 2 livres. Puis est-ce que ça t'est venu toute seule, cette passion-là, de vouloir écrire? J'ai toujours beaucoup aimé les histoires, les légendes, les mythes, tout ça. Mais écrire, non, j'aimais absolument pas ça. T'aimais pas ça du tout? Pas ça. Non. Mais qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup de décider d'écrire un livre? Parce qu'on fait pas, j'aime pas écrire, moi écrire un livre. C'est rare les gens qui font ça. C'est pas mal ce qui est arrivé. Il fallait que je fasse quelque chose dans ce temps-là parce que je faisais l'école à la maison. Tu peux pas tourner les pouces, ça marche pas comme ça. Puis j'ai décidé que j'écrivais un livre. Le premier est un livre dont vous êtes le héros. Fait que je pensais faire comme un site internet avec ça, mais j'ai découvert le concours littéraire jeunesse de Saint-Ours. Puis avec ça, j'ai pu le transformer en livre. Passer d'un projet
informatique, un projet de livre. Analogique de livre. Ouais. De papier. Puis là, je veux pas voler le punch de ton livre parce que qui de mieux qu'un auteur pour expliquer le raisonnement derrière son titre, Oui. derrière toute l'histoire. La façon que tu l'as créé, la recherche, tout ça. Fait que, vends-nous ton premier livre, ensuite tu vas nous vendre ton deuxième livre. aussi. Et le troisième qui est probablement en train d'être écrit. Ouais, ça a moins de temps avec l'école qui inclut toutes les autres choses qu'il faut que je fasse à l'école. Je peux pas trouver 10 minutes puis commencer à écrire. C'est compliqué. Donc le premier, c'est un livre dont vous êtes le héros. La traversée périlleuse, une histoire dont vous êtes le gnome. OK. J'aime ça. Moi aussi. C'est bon, Un ça. gnome. Oui, c'est Un nain de jardin. Oui. Merci pour les gens qui étaient pas certains. J'ai pas écrit de livre, mais je connais le Mais mot. moi aussi, je connais le nom. Mais j'aime beaucoup le nain de jardin. Oui. Ouais, c'est... Je trouve qu'il en manque dans le fantasy des gnomes. Oui, Fait que je trouvais ça absolument. amusant à ce moment-là d'écrire quelque chose de la perspective d'un gnome. Oui. Parce que le Seigneur des Anneaux, t'as des hobbits, des nains, des elfes, pas de gnomes. Non. C'est vrai. Fait que là, tu t'es dit, il manque ça dans ce monde-là, fait que je vais le créer. C'est exactement Les ça. seuls noms, Wow. c'est Gnomeo et Juliette. Un film que t'as peut-être vu. Non, j'ai pas pas très vu. bon. Je le recommande pas à beaucoup de personnes. C'est drôle. Moi, j'ai pas vu. Je savais pas que ça existait. Ouais, ils ont fait une adaptation de Roméo et Juliette, Ah. mais Gnomeo et Ça Juliette. doit être drôle. Ouais, puis c'est animé, là. C'est des. Moi, vraiment on des noms écoutera de ça. jardin. On écoutera ça. Tu veux chercher de quoi à faire Oui. dans un. Mais à l'hiver. où lire le Oui. livre d'Arthur. Oui. Oui. Fait que les noms, OK. Fait que La prémisse du livre, t'es un gnome et tu te fais enlever, un gnome aventurier. OK, Et tu te fais très important. enlever en protégeant la caravane de ton ami OK. par des bandits qui veulent attaquer la ville où t'habites. OK. Il faut que tu t'échappes de chez eux, puis là, t'es pris dans cette forêt enchantée-là, Rempli pleine de de péripéties. monstres. Puis il faut que tu retournes chez toi. OK. Fait que ça, c'est l'histoire, mettons, le condensé, là, si on veut, parce que C'est c'est ça. sûr que les péripéties doivent... C'est le quatrième de couverture. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très cool, OK? Puis d'avoir à écrire ça, d'avoir à commencer, là, tu sais, je t'imagine, je figure, on est loin du papier crayon, t'as dit être en avant d'un ordinateur ou même sur Au ton début, iPhone. j'étais ou- sur un papier crayon. Papier crayon, Wow. OK, cool. Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout au départ connu où est-ce que ton histoire s'en allait ou elle se développait au fur et J'avais à le mesure? début, OK. j'avais la fin, mais là j'ai juste fait différents scénarios entre. J'ai une carte probablement aux poubelles, mais j'avais une carte physique des différents endroits, une grille des différents endroits dans la forêt que t'explores, OK. en montant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ça pour naviguer jusqu'à la ville à partir d'une forteresse de Moi- brigands. Moi, de tout ça, je retiens le mot forêt. Oui. C'est comment t'imaginer une forêt parce que t'en as jamais vu. Parce qu'au Nunavut, il n'y a pas d'arbres. Il y en a. Il y a, oui. C'est des buissons. Petits. On appellerait ça des buissons, Ou je des pense. bébés arbres. Des bébés arbres, j'aime Des ça. arbres Des blonds. arbres. Tu m'as battu. C'est quand même des saules. C'est vrai. Mais je sais pas comment j'ai fait. Probablement avec les 4 fois que j'ai dû voir une forêt en vacances OK, parfait. en allant voir mes grands-parents. Fait que tu peux remercier tes grands-parents et tes parents de t'avoir ramené en vacances C'est pour ça. t'imaginer une forêt. Un voyage dans le Assis. sud. Oui, c'est ça. C'est ça, voyage dans le sud. Voyage Il n'y a dans pas le la même sud. connotation À Québec. au Nunavut Que je te dirais dans le restant du monde. dans le monde. Ça ressemble à ça. Ouais. Nous autres, Très dans le cool. sud, c'est Cancun. Ouais. Ici, c'est Ottawa. Ottawa, c'est le sud. Ouais, là où dans que le le sud, soleil à rayonne. Québec. Oui, Aussi à Québec, exactement. Ouais. Très cool. Mais toi, ton arrivée au Nunavut, c'est fait très jeune. T'avais Oui, 3 j'avais ans, 3 4 ans? 3 ans et demi. 3 ans et Est-ce que demi. tu te souviens un peu d'être au Québec avant de déménager au Nunavut ou c'est un peu flou? T'étais à Vaguement. Sherbrooke, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. C'est ta mère qui nous l'a dit. Ouais. On t'a pas stalké On t'a tant pas que ça. stalké. On a eu une pré-entrevue Mais avec ta mère. t'habites au... Les chances que vous ayez trouvé que j'habitais à Sherbrooke d'ailleurs sur l'internet sont faibles. Ouais, c'est ça. vrai. J'ai quelques souvenirs, genre la voisine, le voisin en haut, la maison à peu près. OK. Mais sinon, C'est tout. Sans plus. mais sinon, vraiment pour toi, dans la conscience,
C'est le Nunavut, c'est ton chez vous. C'est ma maison. C'est ta maison. C'est où j'habite depuis 10 ans. Comme quand tu fermes tes yeux, tu penses à chez vous, c'est ici. Oui, c'est définitivement ici. De vivre ici, évidemment, est-ce que tu penses que ça t'a aidé en tant qu'auteur, justement, à aller peut-être plus loin parce que t'as décidé de faire ça? Est-ce que ça t'a amené vers ce chemin-là? Si ça l'a fait, c'est dans toutes les fois qu'il y a un blizzard, que la ville est fermée, Oui. puis que tu te retrouves chez toi avec tes livres et ton ordinateur. Oui. C'est dans toutes ces fois-là que j'ai peut-être devenu auteur. Parce que évidemment, à ce moment-là, tu te cherches des choses à faire parce que tu fais pas le fameux va jouer dehors, tu sais, t'es quand même dehors, c'est dangereux en ce moment, ou c'est froid, ou peu importe. C'est froid et désagréable. Oui, c'est ça, exactement. Si dangereux que ça. Oui, absolument. Je veux dire pour les engelures. C'est pas dangereux, mais les blizzards, il n'y a pas tant de risques d'engelure que ça. Il fait froid, les blizzards, c'est quand il fait plus chaud d'habitude. OK. C'est quand la température comme quand il neige, monte, évidemment. La température monte vite. Puis là, ça fait beaucoup de vent parce que ton vent, c'est de l'air chaud qui pousse de l'air froid ou l'inverse. Oui. Puis il faut qu'il neige. Oui. Seulement Ces deux choses-là. Qu'une tempête de neige signale l'été. La chaleur, oui. Ça signale le mois de mars. Ouais. Souvent dans le mois de mars? Mars-avril, souvent. OK. Avril, la neige fond habituellement, mais oui. Non. Avril, ça veut aussi dire un blizzard à Iqaluit. Ou peut-être novembre. Oui, OK. Donc le début, ben le début. Le début et la fin. Ouais, je sais pas. Quand il y a des changements de température plus grands. Mais justement, on parle d'être auteur, de trouver des inspirations. Souvent, des choses que des auteurs font, c'est des genres de retraites d'écriture. Oui. On va aussi en musique ou qui vont souvent dans des lieux un peu comme Iqaluit, un peu comme s'isoler. Plus isolé, ouais. Plus calme. Puis ça, de vivre dans un endroit qui est à la base plus calme, surtout pendant les mois d'hiver où c'est beaucoup moins actif ou que le monde plus à l'intérieur. Tu restes à l'intérieur Oui. parce que s'il faut que tu ailles dehors, tu as 15 minutes à te préparer puis à t'habiller. Oui. Tu sais, est-ce qu'il y a un peu de ça qui rentre justement dans La conception. l'étude, si Oui. on veut, d'être bien? Peut-être. Ouais. Faudrait que tu refasses ma vie, que tu vis du jour 1 puis que tu revives tout ce que j'ai vécu pour faire la comparaison. Pour savoir. Faut que je fasse l'inverse pour savoir parce que ça a toujours été comme ça, ma vie. Oui, c'est vrai. C'est dur de comparer avec quelque chose que t'as je pas connais vécu. pas. Oui, exact. Puis de pouvoir justement écrire comme. Vas-y, excuse. Comme l'absence de neige au mois de mars. Oui. D'avril. Ouais. Il y en a toujours. Oui. De pouvoir justement écrire, d'avoir eu la chance d'avoir le temps d'écrire, comme tu dis, tu faisais l'école à la maison puis tu avais besoin d'un projet. Est-ce que de pouvoir plonger au plus profond de toi, dans le fond, pour pouvoir écrire ces choses-là, c'est quelque chose qui t'a amené vraiment une autre corde à ton arc? Est-ce que tu as réussi à développer justement non seulement la passion de l'écriture, mais aussi de convaincre pas cette peur-là, mais le fait que tu aimais moins ça au départ? Ouais, je pense que c'est plus venu avec le deuxième roman. OK. Ça l'a plus changé avec le deuxième roman, qui est un vrai roman OK. que j'ai écrit. Donc le premier, tu dirais pas que c'est un vrai roman selon toi? C'est une aventure dont vous êtes le héros. OK, Ouais. je comprends. C'est pas pareil. OK. Mais le roman classique que j'ai écrit, lui a pris plus de planification. Parce que je peux pas inventer un événement aléatoire. Faut que ça ait du sens dans l'histoire. Puis là, si on parle du deuxième roman, c'est quoi Vends-nous ton deuxième roman. On est rendu là. C'est une histoire de gladiateurs, mais dans un monde fantastique. OK. Pas beaucoup de choses fantastiques, mais c'est définitivement pas notre univers. OK. Fait que c'est un univers que tu as créé, encore une fois. C'est ça. Veux pas. OK. Ouais. Cool. Puis ça, tu t'es inspiré de quoi pour créer cet univers-là? De notre monde à nous. Oui? OK. Donc, c'est pas notre monde, mais tu t'es inspiré de notre monde pour créer C'est un ça. univers féerique, si on veut. Ouais. Exagéré. Exagéré. Ouais. oui. OK. C'est pas les gladiateurs historiques non plus Ok. qui sont pas mal plus ennuyeux que ce qu'on veut bien penser. Ils sont des gnomes. C'est comme mon interprétation d'un gladiateur romain. OK, très cool. Fait que t'as vraiment été un peu t'inspiré de toutes ces choses-là pour créer
ton propre gladiateur ou ce que tu aurais pensé vouloir savoir ce que c'est, essentiellement. C'est ça. OK. Vraiment le fun. Puis est-ce que tu as réussi à te plonger dans ce monde-là? Parce que moi, j'ai jamais... J'ai écrit d'autres trucs, mais j'ai jamais écrit une histoire. Puis j'essaie de voir, est-ce que tu t'imagines dans ce monde-là quand t'écris? T'es-tu vraiment c'est-tu toi, le gladiateur? Un personnage, veux pas, d'une certaine façon? Est-ce que tu te places dans la peau du personnage? Ça dépend des moments. OK. Il y a des moments où t'écris une histoire d'un point de vue plus détaché. Il y a des moments où je suis plus proche du personnage. Je sais pas si ça paraît dans ce qui est écrit, mais ça vient probablement de mon plan original qui change au fur et à mesure que j'écris l'histoire un peu. Et ça influence le tout. Le tout. Oui. On parle que tu as écrit 2 livres, puis là, c'est 2 bons livres. Où tu as appris à écrire des livres? Comme un roman, tu Parce que, me semble, le monde qui écrit des livres, c'est comme des têtes grises. Oui, c'est des gens qui ont beaucoup de vécu. Je veux dire, t'as beaucoup de vécu, même à 14 ans, là, je t'enlève rien, mais c'est pas conventionnel. Non. J'ai lu les livres de ces personnes-là. C'est ça qui m'a probablement tiré dans l'univers fantastique. Est-ce que tu as lu beaucoup de livres, justement, de je veux pas dire cette époque-là, mais de ce monde-là? C'est ça qui t'a allumé ou c'est vraiment... est-ce que tu es allumé par les films aussi? Est-ce que tu es inspiré de tout ça? Ou c'était vraiment des livres que tu as lus? Puis là, c'est comme un peu ta version d'un... Pas un hommage, mais j'appelle toujours ça les premiers travaux qu'on fait. C'est comme des hommages à ce qu'on aime beaucoup, puis on fait notre propre hommage à ça. Probablement d'une certaine façon. Le côté livre revient au livre, mais le monde du gladiateur, ça c'est probablement mon amour de la mythologie, oui. Le monde du livre dont vous êtes le héros, Donjons et Dragons. C'est de ça que... S'il y a des liens à être faits, c'est ces liens-là. C'est ces liens-là. Est-ce qu'il y a un 3e livre qui s'en vient, qui mijote? Oui, mais vont moins vite que les autres. OK. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais parler, de l'univers? Le prochain livre, oui, c'est l'écrire. OK. Donc, tu as toute l'histoire dans ta tête, puis évidemment, tu pas chaque mot. Là. OK, super. Wow. Puis ça devient comme ça, genre, est-ce que c'est à force à chaque jour, tu y réfléchis? Un flash dans la douche, le matin en te réveillant? J'ai une idée, c'est avoir une idée et construire un peu par-dessus. OK. La concrétiser, l'idée, dans le fond. C'est ça. Un peu comme une toile d'araignée où c'est écrit quelque chose dans le milieu, genre, puis là, après ça, t'es comme, OK, tu fais des tiges, justement, de, OK, ça pourrait être ça pourrait être ci, ça... Fait que là, tu te crées un scénario avec une idée du départ qui devient un peu comme un arbre et ses racines. C'est pas c'est quoi. Mais suivre juste une racine. Oui, c'est ça. Finir avec juste une racine. Une racine. Wow. Ouais. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des parties de l'histoire que j'aime beaucoup en tant qu'auteur, mais qui sont moins bonnes. OK. Ça paraît plus dans mon 2e livre. Le 3e va être encore meilleur. Okay. Oui, c'est bon ça, que tu es capable de dire ça déjà. Des fois, tu te pinces-tu, tu fais j'ai 14 ans, j'ai écrit 2 livres. Puis je pense au 3e. Je peux m'affirmer comme auteur. Comme je connais pas personne d'autre qui à 14 ans peut dire je suis auteur, puis le monde fait oui, t'as raison, pas juste t'as écrit une short story de 5 pages dans ton cours de français, décroche un peu, tu sais. Ben, au concours littéraire jeunesse, on est 60. C'est vrai. 60. Et plusieurs ont peut-être 8 ans. OK. Wow! Qui sont auteurs à 8 ans. Wow. Ça a probablement changé ma perspective aussi. Je comprends. Parce que, mais c'est normal, quand tu baignes dans quelque chose, tu vois d'autres personnes qui le font aussi, tu sais. Pour nous, c'est moins conventionnel d'avoir un jeune de 14 ans qui a écrit 2 livres, mais toi, tu connais peut-être des jeunes de 8 ans qui en ont écrit, tu sais, 4. J'exagère, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ma perspective a été changée par voir tous les autres qui voulaient le faire, tous les encore plus jeunes que moi qui voulaient le faire et qui l'ont fait. Ouais. Ça change ma perspective sur le monde de l'écriture.
Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu la chance de les rencontrer, ces gens-là? T'as-tu rencontré d'autres écrivains? OK. Puis c'était comment de rencontrer des gens qui ont comme la même passion que toi, mais qui ont aussi, genre, qui se rendent au bout? Parce qu'il y a probablement plein de gens qui ont la passion d'écrire, tu sais, mais de se rendre au bout de faire un livre, ça tombe dans le 0,1%, je te dirais. Ouais, c'est pas mal ça, les statistiques. Top 5% de tu fixes que c'est un objectif précis, que ce soit écrire un livre ou peu importe, et de réussir à accomplir cet objectif-là, ouais. Un petit pourcentage. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment parlé avec ces gens-là tant que ça. OK. Donc, tu les as juste plus côtoyés, mais t'as pas eu de grandes discussions philosophiques sur l'écrivain, mettons. Non. Pas encore. Ça va venir avec le temps, ça. Ouais. Peut-être pour le 6e livre. Ouais, mais on parle de venir avec le temps. Oui. On va dire, t'es comme une première génération franco-navois, si on veut, de la famille, installée ici, c'est 10 ans, c'est tout ton vécu, ton chez vous, c'est ici, c'est avec Alouette. Est-ce que tu te vois rester avec Alouette? Est-ce que tu penses, c'est triste de dire, finir ta vie? Non, mais tu sais, que prendre ta retraite, travailler avec Alouette, tout ça? Je sais pas, mais je suis pas sûr. Rester avec Alouette, c'est une petite ville. Ouais. C'est... L'attrait de la grosse ville? C'est pas gros. Non, pas juste l'attrait de la grosse ville, l'attrait de toutes les choses qu'il n'y a pas ici. OK. On est quoi? 7500? 7600? Ouais. 8000 si tu comptes tous les non-résidents qui habitent ici quand même. C'est pas gros. Il n'y a pas tant d'activités qui se passent que ça. Ça limite les options d'activités. Ouais. Mais veux pas, toi, en écrivant des livres, tu crées une activité francophone pour plein de gens, par quelqu'un d'ici. Pour toi, pour les gens d'ici, mais aussi de partout. De partout, absolument. Mais de savoir que, hey, lui, je sais c'est qui, c'est le petit de un tel. Ah, il est dans la classe à ma fille, peu importe. Il a écrit 2 livres. Tu sais, quand je vais au North Mart là-bas, ben, je le vois. Kevin a de la misère à faire ses devoirs, lui il écrit 2 livres. Ce sentiment de communauté-là, est-ce que ça t'inspire de savoir que les gens... Est-ce que tu sens ce sentiment de communauté-là, les gens sont derrière toi et t'encouragent? Le sentir, oui. Ils m'encouragent, oui. Est-ce que j'y pense souvent? Non. Non. Ça serait quand même bizarre de penser souvent... J'ai le sentiment de communauté dans moi en ce moment. J'avoue, ouais, c'est... Ouais, encore une fois, c'est toutes des choses qui font 10 ans et sont dans ma vie depuis tout ça. Ça fait 10 ans que c'est ma réalité. Mais si je peux aider avec tout ça, moi, je suis comme, évidemment, on vient d'Ottawa. Je connais pas un auteur qui a 14 ans, qui a écrit 2 livres. Moi, je viens d'une petite ville de 10 000. J'en connais pas non plus qui avaient 14 ans puis qui ont écrit un livre. Ouais. Fait que je pense que tu viennes, peu importe d'où tu viens, je pense que ça dépend vraiment de la personne que t'es, tu sais, puis comment loin tu peux te pousser. Fait que moi, dans ma tête, que tu restes ici, que tu ailles ailleurs, peu importe, ces choses-là, tu peux les accomplir en grand, comme tu l'as fait. Puis ça, je trouve ça m'impressionne beaucoup, moi, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Je te dis bravo pour ça. Ouais, merci. Sincèrement. Ben, un grand merci d'être venu à l'émission. Oui. C'est un réel plaisir. On invite les gens de lire ton livre. Est-ce qu'il y a une façon qu'ils peuvent se le procurer? C'est en ligne, en achat? J'en ai juste eu 50 en tout. Okay. Le premier est déjà sold out. Bravo. Félicitations. Voilà. Ça fait 1 an plus même. Okay. Le deuxième, j'en ai pas beaucoup. Okay. C'est pas quelque chose de facile à se procurer. Non, je comprends. Tu pourrais mettre le PDF en ligne. Puis là, tu fais comme tu fais un escape room pour le monde. Ah, c'est cool ça. Yeah. Je pourrais. Ou le monde doit se prendre en photo comme gnome. Puis là, ils ont un accès PDF. Oh. Puis là, t'as juste du blackmail sur tout le monde. Tout le monde en gnome. Pourquoi pas? Mettre ça sur Reddit partout. On te donne des idées, t'es pas obligé de les prendre, hein? Ah non, ça peut être. C'est souvent une meilleure idée de pas prendre nos idées. Ben, un grand merci. Merci beaucoup, Arthur. Ça merci. Fait plaisir. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dernière entrevue de cette série de 4 invités de la communauté franco-navoise des Caluites. Émilie Tremblay-Séguin, ça va bien? Oui! Ben là, on se connaît un peu plus, nous autres. On a eu la chance de passer... On a une visite guidée. Quand même.
Mais pas juste une petite visite guidée, une grosse visite guidée. On est allé à Apex. Oui. Apparemment, il y a une autre ville. Oui, moi, j'étais pas au courant. Moi toi? non plus. Non. On est allé voir la baie du Son. Oui. C'est-tu la baie du Son, ça? Où qu'on est allé? Ben, c'est la compagnie de la baie du Son. Oui, exact. Mais c'est pas la baie. C'est pas une baie, c'est dans le fond, c'est la baie Frobisher. Ah. Oui. D'où vient le Frobisher Inn? Oui, on recommande à tout le monde le Wings Night, le mercredi soir. Mais là, toi ici, gestionnaire de projet à la FN, t'as plusieurs autres chapeaux, on va de toutes les nommer. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Ça semble être une chose récurrente que tout le monde a 1001 chapeaux ici. Comme plusieurs différents emplois, on dirait qu'il y a personne qui fait juste une affaire. Les gens, ils font tout le temps 3-4 affaires. Ah, j'ai ce job-là, j'ai cette affaire-là sur le côté. C'est pourquoi que tout le monde a tant de projets, ou surtout toi, pourquoi tu as autant de différents projets? Je peux pas parler pour les autres. Évidemment. J'ai l'impression que les gens sont très actifs, les gens qui sont ici. Oui. Mais moi, en fait, c'est pas le Nord qui fait ça. Peut-être que, en fait, dans le fond, moi, j'ai toujours été comme ça. Fait que je suis une hyperactive dans l'âme. Oui, alors j'aime ça toucher un peu à tout. Puis c'est sûr qu'ici, on a quand même, c'est très riche au niveau culturel. Oui. Mais c'est sûr qu'on a besoin de bouger, on a besoin de faire des trucs souvent pour passer les moments de noirceur. Ouais. Alors, ça l'aide beaucoup. Alors voilà, je pense que c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle tu as comme plein de projets. Mais là, si on parle... On peut parler de projet, gestionnaire de projet pour l'AFN. De juste le titre, ça inclut des projets. Oui. Fait que déjà là, c'est plusieurs projets. Oui, exactement. Tu as un intérêt surtout pour la jeunesse aussi. Oui. J'aime beaucoup la jeunesse, en fait. J'ai travaillé juste avant pour l'école des Trois Soleils, Oui. dans le cadre de mon poste de conseillère socio-culturelle là-bas. J'avais été approchée par le théâtre Oui Vite, qui était une entité en soi, un organisme en soi avant, qui est maintenant une part de l'AFN. Oui, vite, qui veut dire francophone. Oui. Ça, on l'a appris. On l'a appris. Ouais. C'est comme ça que les Inuits nommaient les francophones. Et en fait, dans le cadre de ce projet, de ce titre-là, j'avais fait un projet de théâtre. C'est du théâtre d'intervention. Okay. Qu'on a fait avec les jeunes. Ça consiste à à prendre un problème social que le groupe avec lequel tu travailles choisit, oui, qui se trouve important de parler, de fouiller. Alors, on va creuser la problématique avec les jeunes et on va finir par trouver des solutions. Moi, mon objectif, en fait, c'est de les amener à aller plus loin. Je compare souvent ça à un iceberg. Hein? Quand on voit la pointe du problème, il y a beaucoup plus gros sous la glace, sous l'eau. Absolument. Alors, c'est de toutes les amener à voir ce que l'œil nu souvent ne voit pas, qu'il faut vraiment se poser des questions plus profondes. Et à la suite de ça, on construit un scénario et après ça, on présente la pièce de théâtre qui est un peu une explication de la problématique et d'amener des solutions. Puis de pouvoir justement jouer avec ces jeunes-là, puis de voir comment ils ont trouvé des solutions. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une ouverture chez la jeunesse, puis à quel point ils sont capables d'aller justement démystifier toutes ces choses-là pour trouver des solutions? Oui, je pense que oui, il y a une belle ouverture, il y a une belle aussi créativité de la part des jeunes quand on les stimule à avoir cette créativité-là. Absolument. Il faut être stimulé, puis il faut faire des choses qu'on aime en général. Oui. On est 10 fois plus stimulé que faire quelque chose qu'on n'aime pas. Fait que j'imagine que faire ce genre de théâtre-là, les jeunes, ils se sont investis à 100%. Oui, ça a donné un très, très beau résultat. Après ça, il y avait comme une discussion qui a été amenée sur, cette fois-ci, c'était... l'intimidation, puis d'une discussion avec le public qui est venu voir la pièce, tout ça, pour expliquer c'était quoi le processus, mais aussi les solutions, puis comment qu'on peut aussi accompagner les personnes qui font de l'intimidation et les personnes qui vivent de l'intimidation, hein, parce que même si, souvent, on va juste aider la personne qui vit de l'intimidation, mais souvent, la personne qui en fait, ce qu'on voit pas à la surface, c'est qu'elle vit, elle aussi, des choses, elle a besoin, elle aussi, d'être aidée. Oui, absolument. Il y a toujours deux côtés à la médaille, on dit. Là, tu parles de tout ça, tu as aussi un background intéressant. Tu as fait des études en psychothérapie? Si non, comme intervenante psychosociale. Psychosociale. J'avais le psycho, pas à la fin. Psychosocial. Oui, puis en sociologie. En sociologie. C'est ça. C'est là que tu les as mis ensemble. Oui, d'où le bagage de faire ce genre d'intervention-là, de faire ce genre
de théâtre-là aussi, d'avoir tes connaissances, ça aide beaucoup. Puis d'avoir ça dans une communauté francophone, ben, peu importe où que c'est, que ce soit dans le sud, comme qu'on dit, ou ici dans le nord, je pense que c'est un grand atout. Oui, pour moi, en fait, le théâtre, c'est vraiment un outil de travail. Comme d'ailleurs, je l'utilise aussi ici, dans le cadre de mon rôle à l'AFN comme gestionnaire de projet. J'avais un projet qui s'appelait Accès à la justice pour donner accès à la justice en français. J'ai fait une recherche, des sondages auprès de la population, dont les jeunes. Et il y a des thèmes juridiques qui sont sortis, des choses qu'ils veulent connaître davantage dans le milieu juridique, sur les droits dans le milieu de travail, les droits d'utilisation de l'image, et aussi, ce qui intéressait les jeunes, c'était le droit de dépenser leur budget. Quand ils sont mineurs et qu'ils travaillent, est-ce que c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils font avec leur argent ou aux parents? C'est quelque chose qui les intéressait. Mais encore là, tu sais, je me disais, ben, ils vont peut-être trouver ça plate qu'on leur parle seulement, ben, c'est ça, puis c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Ouais. Alors, j'ai dit, ben, pourquoi qu'on ferait pas du théâtre forum pour présenter des situations judiciaires? Alors, c'est ça qu'on fait. Le théâtre forum, en fait, c'est un concept qui a été créé en Espagne. En fait, ça consiste à présenter une problématique et après, de faire jouer le public pour trouver des solutions. OK. Fait que là, le public est full investi dans la pièce, essentiellement. Oui, exactement. Okay. C'est le public finit par participer. On joue une première fois la problématique et ensuite, à la deuxième fois, c'est le public qui va trouver des solutions pour arriver à résoudre la problématique. Alors, nous, on leur présente une problématique où il y a des enjeux pas sociaux, mais des enjeux juridiques qui sont en scène. Et eux essaient de trouver comment, OK, c'est quoi nos droits, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette situation-là juridiquement. Okay. Alors, ben, c'est des fois, ils ne trouvent pas, mais ils ont des pistes intéressantes. Oui, j'imagine. Mais on a un avocat qui est avec nous aussi pour vraiment les guider. Et finalement, ben, les donner leur réponse s'ils ne trouvent pas la solution exacte. Fait que tu finis avec des vraies solutions qu'un avocat donne, dans le fond, exactement. Au pire des pires. Mais si le public un processus, c'est le fun. Mais incroyable, oui, c'est ça, beaucoup plus le fun. Qu'un avocat. Salut, voici la loi. Oui, c'est ça. Okay. Oui, exactement. Est-ce que il y a eu des fois où est-ce que le public a comme 100% résolu le tout, comme mettons dans celui que vous avez fait? Jamais, non. L'avocat est utile. Mais ils ont des pistes, tu vois, ils sont proches d'eux, mais souvent on va leur donner comme les vraies réponses, les vraies lois. En fait, c'est pas quelque chose qu'on est vraiment confronté à souvent. C'est ça. Fait que on connaît pas toutes ces réponses-là en tant que Puis au final, dans le fond, ce projet-là va finir avec des petites capsules de 3 minutes qui vont être disponibles sur le site de l'AFN. Puis, ben, c'est ça, je travaille avec un avocat d'ici, Jean-Claude Nguyen, qui donne beaucoup de son temps, mais qui est très investi aussi au niveau théâtral. Donc, lui, il est capable de bien collaborer à ce projet-là. Super. Puis, on a Muriel Jacinthe aussi. On entend son nom souvent cette semaine. C'est quelqu'un qui est très présent dans le communautaire ici, puis dans le théâtre. Elle a beaucoup de connaissances et elle nous aide vraiment beaucoup dans ce projet-là. Super. Puis, c'est aussi au réseau de santé en français. Oui, le Réséphant. Ouais. Tu fais plein de choses. Comment tu gères ton temps pour faire tout ça, honnêtement? Je sais pas trop. En plus, ça est pris dans le trafic des fois. Oui, c'est ça. En plus de ça. Aux quatre coins. Puis là, on a sur la table, pour les gens qui nous regardent peut-être en vidéo, il y a quelque chose que je peux pas arrêter de regarder. Oui. On a... je te laisse présenter parce que je veux pas massacrer ce que tu nous présentes. En fait, un de mes projets, c'est d'avoir créé avec mon copain Mathieu, c'est une petite entreprise de sushi. Nuna Sushi. Oui, qui s'appelle Nuna Sushi. Ici, là, on a sur la table des sushis de caribou. En fait, ils sont inspirés d'un mets coréen qui s'appelle le bibimbap. Oui. C'est un mets coréen qui, dans le fond, on utilise une viande marinée. Normalement, c'est du bœuf, mais moi, je l'ai remplacé
prépare du caribou et je l'ai comme refait en version sushi. Alors, c'est vraiment bon. C'est quelque chose qui est très, très populaire ici à Iqaluit. Les gens adorent. Et, normalement, j'ai un sushi, en fait, de narval. OK. Wow. Mais là, j'avais pas beaucoup de temps, parce que, justement, j'ai beaucoup de projets. On a la preuve. Je vous ai fait seulement un sushi de caribou, mais je voulais quand même, parce que vous êtes ici au Nunavut et je veux que vous goûtez les produits locaux, je vous ai préparé du mactac. C'est un mets très apprécié ici à Iqaluit, au Nunavut. Et en fait, c'est la peau de la baleine avec un peu de gras. Est-ce qu'on mange de la peau aussi? On mange tout. OK. Oui, on peut le tremper dans le tamari. Moi, je trouve ça bon comme ça. Alors, voilà. Puis avant, dans le fond, que vous laissez goûter, je peux vous parler un peu de Nuna Sushi, si vous voulez. Ben oui, absolument. En fait, moi et Mathieu, on a créé cette entreprise-là parce que on avait le désir, dans le fond, de rendre hommage au territoire qui nous héberge. Et Nuna, dans le fond, en Inuktitut, ça réfère à la terre, au territoire. Alors, c'est comme pour nous de prendre le nom Nuna Sushi, c'est vraiment comme encore là un hommage pour le territoire qui nous héberge. Et dans le fond, l'idée, c'était, moi, je regardais, tu sais, on parlait, moi et Mathieu, et on se rendait compte que, on trouve pas que les produits locaux sont beaucoup utilisés. Certains restaurants l'utilisent, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être davantage valorisé. Oui. Et pour l'économie locale aussi. Oui. Alors, on a décidé d'utiliser les produits locaux. Alors, voilà pourquoi on a le caribou, puis la narval. On a aussi des sushis avec du char. Le char, c'est un poisson local qui est un peu similaire au saumon. OK. Oui. Cool. Puis lui, Mathieu, en fait, voyage beaucoup sur le territoire. Fait que dans d'autres villages, il a accès à beaucoup plus de produits. Alors, c'est lui beaucoup qui ramène les produits. Ouais. Il coupe les poissons, il prépare mes pièces de viande. Puis moi, je crée plus au niveau artistique les sushis. C'est très beau, le côté esthétique du sushi. Il est très beau. C'est de l'art. En fait, la conception d'un sushi. Oui. Demande-moi pas de faire ça. Impossible. Impossible. C'est de toute beauté. Bravo. Vraiment. Alors, là, je vous inviterais à goûter. Je sais pas, peut-être que vous pouvez commencer pour briser la glace avec le sushi de caribou. OK. Moi, je suis carré avec ça. Moi, j'ai hâte de manger. J'ai jamais mangé du caribou. Moi, là, en ce moment, je suis au comble du bonheur. Oui, c'est ça. Je trouve ça palpitant. Moi, pour les gens qui le savent pas, je ne mange habituellement aucun poisson. Dans le sud, quand j'avais au sushi avec Marc, c'est le gars qui commande des frites et des chicken fingers. Ouais. Dans un restaurant de sushi. Ben, pas juste ça. Oui, mais c'est comme du porc, des affaires avec une petite panure. OK, là. Oui. Ouais, c'est très... c'est ça. Je suis pas trop... c'est bon. Je m'essaye pas le trop. véridique, oui, c'est bon. C'est très bon. J'en doute pas. OK, mon tour. Mais là, tu vas être correct parce qu'il n'y a pas de poisson. Non, je pense que c'est la prochaine étape que je vois légumes. Pas que... C'est très, très bon. Le caribou, en fait, il est mariné dans une petite marinade là, similaire là, au bibimbap. Oui. Très bon, hein? OK. Est-ce qu'on se tente vers... Alors, roulement de tambour. C'est maintenant le temps du mactac. Je vous invite, en fait, si vous pouvez le tremper un peu dans le tamari. OK. Et puis là, on mange peau et gras. Oui, moi, je mange ça. Si je peux en prendre un petit morceau là, pour vous encourager là-dedans. T'as pris le petit des morceaux, Marc. Malheureusement. Je vais prendre lui. On va prendre lui. Je peux pas croire que je fais ça. C'est incroyable. OK. La force. Ça, c'est pour vous, Iqaluit. La peau est dure. Je vous aime. Oui, tu peux l'avaler. OK. C'est très salé. Moi, je serais pas capable. Moi non plus. Mais c'est particulier. Oui, c'est quand même dur. Ouais. Mais on peut aussi l'enlever. Là. C'est le milieu ici, le petit centre qui est dur. Là. Mais on peut l'enlever aussi. Moi, j'aime beaucoup le gras. C'est ma partie préférée. On va le mettre ça là. Alors, mais il fallait goûter, hein? C'est une expérience du Nord. C'est une expérience. En ce moment, je suis comblé. C'est comme le café, je pense que c'est un goût acquis. Peut-être. C'est un nom, mais je pense que ce serait plus comme le vin. Ah oui. Hein? C'est un goût qui se travaille. Oui.
Un goût qui se travaille. J'aime beaucoup le vin. Ça, je pense qu'il m'en faudrait beaucoup d'essais. Mais je trouve ça beau, par exemple. Puis c'est beau de le faire avec des aliments, justement, d'ici. Oui. Avoir ça dans le sud, du caribou. Ça se passera pas. La baleine, oublie ça, là. Oui. Ouais, mais c'est surtout que c'est un animal protégé, normalement. Aussi. Mais ici, c'est différent parce que ça fait partie de la culture. Wow. C'est vraiment merci de nous avoir fait vivre ça comme on s'attendait pas à ça. Moi, je vais prendre le temps aussi de te remercier à quel point tu nous as vraiment bien fait une tournée de toute la place, évidemment. Mais autre que ça, en nous faisant justement visiter un peu partout, tu nous montrais plein d'affaires, mais tu nous as appris que comme tu fais encore d'autres choses. Fait que tu as un food truck aussi. Mais c'est pas à moi, en fait. Pas ça, à toi, c'est à mon conjoint. Mais tu aides et tu travailles à ce food truck-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est une compagnie familiale que mon copain a créée avec son frère et sa belle-sœur, Simon et Marie-Pierre. Et c'est ça, c'est une business familiale. Les enfants aussi travaillent là-dedans. Il y a Yannick, le fils de mon copain, qui vient du sud l'été pour venir travailler. Wow. Puis ça nous a beaucoup aidé parce que ça donnait à Mathieu quand même certaines connaissances du milieu de la restauration. Alors ça nous a aidé pour aussi Nuna Sushi, mais aussi on collabore ensemble. Alors l'été, souvent, je vais faire quelques jours où je vais aller porter des sushis au food truck pour donner accès à la population parce que nous on n'a pas de lieu d'endroit physique. Non, c'est ça, on va faire des livraisons, on va faire des événements. Alors les gens aussi peuvent avoir des sushis au food truck. Alors, tout l'été, eux autres, ils travaillent. C'est vraiment bon. Excellente poutine, hamburger. Je vous le conseille si jamais vous passez à Iqaluit. Absolument. À l'été, c'est sûr qu'on y arrête. Ouais. En tout cas, fait qu'ils vont ouvrir cette année le 30 mai pour une autre année. Ça va être la 3e année qui opère le food truck. Ouais. Est-ce que les food trucks, il y en a beaucoup ici? Non, il y en a que 2. OK, parfait. Fait que vous avez une concurrence. Oui. Mais si j'avais à dire à la Émilie, qui est née au Québec, qui avait peut-être, je sais pas... Dans les Laurentides. Quand elle avait 15-16 ans, que tu vas aller au Navut, puis là, je t'énumérais toutes les choses que tu fais. Tu vas avoir un restaurant de sushi à Iqaluit, tu sais, dans une couple d'années. Est-ce que t'aurais cru à cette histoire-là? Je sais pas, mais j'aurais cru, en fait, que je puisse aller dans le Grand Nord. Ouais. Parce que moi, dans le fond, avant de vouloir devenir sociologue, en fait, un de mes grands rêves de petite fille, moi, je voulais devenir une exploratrice. C'est ça le rêve ultime. Oui, c'était mon rêve d'enfance. Je voulais vraiment être une exploratrice. Je regardais beaucoup Indiana Jones, ces affaires-là, puis moi, ça me parlait beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis partie ici en grande exploratrice. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours quand t'es arrivée ici? Comment ça s'est déroulé? Ça a été un peu compliqué, en fait. Tu sais, il y a des gens qui vont attendre d'avoir l'emploi avec l'appartement, tout ça. Ben moi, en fait, j'avais trouvé un emploi. Moi, j'avais décidé, avant de trouver un emploi, de partir dans le Grand Nord. C'était ça, mon projet. Ton but. Ouais. Puis moi, quand je décide de faire un projet, je le fais. On le voit clairement ici, à travers toutes les choses que tu entreprends. Alors, finalement, j'ai trouvé un travail, mais ce travail-là n'avait pas d'appartement. Alors, il a fallu que j'essaie de trouver dans les réseaux sociaux une personne qui voulait m'héberger. Alors là, moi, j'ai pris un Airbnb, le temps de voir cette personne-là à Iqaluit, mais finalement, j'ai jamais pu rejoindre la personne et je me suis trouvée sans appartement. Wow. Et j'ai réussi vraiment faut noter beaucoup de débrouillardise à trouver un lieu où habiter temporaire. Puis finalement, mon copain m'héberge maintenant. Non, mais il faut aussi contextualiser pour des gens qui sont pas d'Iqaluit ou du Nord. Comme on parle de la crise de logement souvent dans les provinces, Canada, là, puis
que c'est courant. Ça existe. Mais il y a des appartements à louer. À louer quand même. Il y a des maisons à vendre. J'ai été sur Realtor pour le fun. Il n'y a pas une maison à vendre avec à louer. Oui. Non. Mais pour vous donner une idée, mais c'est ça, moi, c'est ça. C'est dur de s'imaginer à quel point la situation est grave ici à Iqaluit. Moi, je savais que la situation était difficile, on m'avait comme prévenu, mais jamais à ce niveau-là. Ouais. J'aurais jamais cru que la situation était si dramatique. Je m'en ai rendu compte une fois arrivé sur les lieux. Il y a des listes d'appartements. Tu peux attendre des années et des années avant d'avoir un appartement. Puis, des fois, tu vas en trouver une, mais pour vous donner une idée, un 4,5, c'est environ 3400 $. Ouf. Alors, tu sais, c'est ça. Pour les gens, c'est un autre game, là. C'est pas évident. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont venir ici, qui vont faire beaucoup d'argent. Mais le coût de la vie. Le coût de la vie est assez élevé. Puis de pouvoir ensuite trouver, là, t'as trouvé un endroit, puis là, tu t'es épanoui ici. Oui. Évidemment, là, ton but à toi, en ce moment, rester ici, c'est quelque chose qui t'intéresse. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois à long terme d'être ici à Iqaluit? Ben oui, pour l'instant, j'ai pas l'intention de partir. Je suis bien ici, je me sens chez moi. J'ai beaucoup de projets qui me passionnent. Oui. Mais tu sais, je suis dans un moment de ma vie où j'ai pas envie de passer à très très long terme. Okay. C'est bon ça. Alors j'ai le goût de vivre le présent, vivre le moment. C'est bon, c'est vraiment beau. C'est une bonne place à le faire. C'est une excellente place à le faire. Parce que c'est très beau. Exactement, puis il y a des gens qui sont super contents que tu vis le présent parce que tu aides dans plein de sphères ici à Iqaluit, donc bravo. Si ça pour peut tout aider. Ça. Oui, c'est ça, exact. Un grand merci d'avoir, de un, le repas, de deux, de nous avoir apporté en voyage, pratiquement d'avoir été notre tour guide. C'était vraiment ça, c'était comme une visite guidée, mais comme exponentielle à ce qu'on pouvait s'imaginer. Par quelqu'un qui vient de la place, c'est différent qui connaît tous les raccoins. Qui fait comme une affaire de touriste. Oui, vraiment. C'était vraiment le fun. Elle nous a pas chargé en plus. Non, exactement. On n'a pas donné de pamphlet. La vie était belle. On n'a pas demandé rien en échange. On n'a pas un audiobook à écouter en même temps. Non, rien de ça. On n'a pas le téléphone collé sur l'oreille comme ça. Ouais. Tout était beau. Non, un grand merci aussi pour l'entrevue puis ton partage. Mais merci à vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci d'avoir été parmi nous pour cette entrevue et les entrevues à venir. Gros merci. Merci de l'accueil. Merci d'avoir toute l'équipe de l'AFL. On peut parler de Christian, on peut parler de Saïda, on peut parler de Félicie, on peut parler de Gabriel, on peut parler de Émilie, on peut parler de la mère Arthur, que j'ai oublié son nom, mais Madame Arthur Lagacé, mère de super accueil incroyable. Vraiment. On a eu la chance de visiter aussi les alentours, c'est formidable, vous avez un vrai bijou et puis ça fait un privilège vraiment de partager ça. C'est de toute beauté, je pensais jamais je pensais jamais venir ici essentiellement, qu'on soit venu ici à cause du podcast, à cause de la radio et tout. Ça montre à quel point votre communauté est vibrante puis elle veut évidemment faire rayonner les gens d'ici. Une raison qu'on appelle ça l'école des trois soleils. Parce que vous avez beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de soleil ici. Beaucoup de soleil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil par exemple. Et beaucoup de froid. Je te dirais avec la neige, le soleil, c'est blanc. C'est blanc longtemps. J'ai juste une chose à vous dire, Jean Iqaluit, puis je pense que vous allez être d'accord. Je vous souhaite des arbres à un moment donné. C'est comme le fun des arbres. Des arbres, des fleurs. Mais sinon, je me cherche chez nous. Oui, absolument. Mais il manque des arbres. Juste un peu d'arbres. Donne-moi 2-3 érables, je suis heureux. Ben, selon certaines personnes, ils nous ont dit qu'il y a des arbres. Non, c'est des buissons. Je le sais, mais... C'est des menteurs. Regarde, ce qui arrive, c'est que peut-être qu'eux autres, ils disent ça, c'est un arbre. Ça, c'est one-way trip en skidoo dans tout le drap. Oui. On oublie. Les menteurs, c'est pas pour ici. Un grand merci d'avoir été là. Puis on se dit, espérons. À la prochaine. À la prochaine.